et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Il y a 4 ans, j'étais touchée profondément par l'histoire de mon invitée du jour qu'elle partageait sur son compte Instagram @parlez-moi d'elle. Plus précisément, c'est l'histoire de sa fille, Alice, 15 jours pour toujours, qu'elle partageait à travers ses posts. Tu l'auras compris, Yolanda a connu l'immense épreuve du deuil périnatal et elle était venue nous en parler moins d'1 an après le décès de sa fille chérie. Depuis, 4 années se sont écoulées et une petite Lucie a rejoint la famille en juillet 2023 pour le plus grand bonheur de tous. Mais avant ça, les épreuves n'ont pas épargné Yolanda et les siens. Entre PMA, fausse couche et dépression, elle nous raconte dans cet épisode les vagues qu'elle a traversées avant d'enfin apercevoir la lumière. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Frappez. Bonjour Yolanda. Bonjour Élise. Comment vas-tu ? Ça va, contente de te retrouver. Bah oui, moi aussi. On s'est vu une première fois il y a 4 ans. C'est un épisode, alors si je ne m'abuse, je crois, c'est dans les 30. Je ne sais plus exactement le numéro, soit, je le remettrai de toute façon. Il y a 4 ans, l'épisode est sorti en octobre 2020, donc ça commence à dater. On était au début de l'histoire de Prenons un café. Aujourd'hui, on va parler de la suite de ton épisode. Donc on a fait un premier épisode qui s'intitulait « Parlez-moi d'elle, levez le voile sur le tabou du deuil périnatal ». Puisque tu avais, je l'avais intitulé comme ça parce que le Parlez-moi d'elle, je le trouvais très, très fort et c'est le nom de ton compte Instagram également, pour parler d'Alice, ta fille, qui était décédée à 15 jours de vie en 2019. Oui, fin il me semble. 2019. Donc c'était assez finalement récent dans la timeline, ça faisait moins d'1 an au moment où on enregistrait. Aujourd'hui, donc ça fait moins de 5 ans, Ouais. si mes calculs sont bons, et de voir un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie après notre enregistrement, quel a été ton parcours pour être la Yolanda d'aujourd'hui que j'ai en face de moi. Mais avant ça, est-ce que, s'il te plaît, tu veux bien te présenter avec tes mots d'aujourd'hui pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas? Donc oui, donc je m'appelle Yolanda et donc je vais avoir 39 ans demain. Voilà, Mais bon anniversaire. 39 ans demain, donc futur quarantenaire voilà, l'année prochaine. Donc je suis maman de 3 petites filles, Inès qui a 9 ans, Alice qui aura 15 jours pour toujours et Lucie qui va avoir 11 mois là, dans les prochains jours. Ok, 9 ans, ça me paraît. C'est énorme. C'est Et l'adolescence. puis 10 ans cette année, hein. Ah Je m'en oui. remets pas. Ah, mais Je m'en remets tu pas. commences à mettre les 2 chiffres là. C'est ça, Ok. là ça commence On à passe faire. un cap. On passe un cap. Donc oui, désormais tu as 3 petites filles. Quand on a enregistré, elles étaient 2. Ouais. Est-ce que que sont-ils devenus sont plus compliqués pour moi à aborder parce que je pose pas la même question parce que as-tu toujours voulu être mère? Ben ça, on l'a déjà abordé, mais je vais la formuler autrement. Est-ce que pour toi, il a toujours été évident que tu revoudrais un enfant après la perte d'Alice? Oui, très franchement, oui. Ouais. Parce que, en fait, quand tu perds un enfant, vraiment ton monde s'effondre et ce qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est, le fait que, bah, voilà, il était dans ton ventre et la suite logique, c'est qu'il soit dans tes bras et là, il est plus nulle part et vraiment ça a créé un manque énorme, déjà un manque, d'elle, phénoménal. J'ai pas de mots pour le décrire, mais, dans un deuxième temps aussi un manque cruel de materner. Parce qu'en fait, quand tu te prépares pendant 9 mois à avoir un bébé dans les bras, à le voir grandir, du jour au lendemain, il t'est arraché. Il y a vraiment quelque chose, de cruel, quoi. Donc c'est vrai que, cette envie enfin, je pense que pendant 3 semaines, je disais que je voulais plus avoir d'enfant, mais parce que j'étais vraiment dans le choc, en fait, de la perte et surtout, je ne voulais plus finalement, si je reformule, c'est vivre ça. En Mmh. fait, c'était ça que ça voulait dire et très vite, oui, j'ai eu envie d'avoir un autre enfant. Je savais que en tout cas, dans moi, mon parcours de vie, j'avais besoin de temps, en fait, pour aussi me retrouver, faire face à cette perte, apprendre à vivre avec, avant un jour d'envisager d'avoir un autre enfant. Mais si je me refais l'histoire, je pense que 7 mois après, Mmh. j'aurais pu, voilà, retourner, dans l'envie de tomber, de nouveau enceinte. La peur était trop, trop présente à ce moment-là parce que,
Juste pour que les gens comprennent, Alice est décédée d'une maladie génétique. Donc en fait, il y aura toujours un risque sur 4 à chaque grossesse de Mmh. retransmettre sa maladie. C'est pas la faute à pas de chance. En fait, on sait pertinemment que ça peut se reproduire. Et donc ça, en fait, cette peur, elle m'a paralysée pendant un certain temps avant d'avoir vraiment, toutes les options possibles pour l'après, quoi. Ouais. J'ai jamais, ouais, perdu l'espoir un jour d'être de Mmh. nouveau maman. À quel moment, finalement, la question de retenter l'aventure, de se relancer dans une maternité est arrivée dans ce parcours de vie? Il est arrivé, je pense qu'il a fallu attendre de passer cette première année. Je crois que c'est la plus terrible parce que c'est toutes les premières fois et on sait qu'avec un bébé, tu as les premiers mois, deuxième mois, puis les dents, puis la marche et puis tout ça et puis en fait, c'est vraiment tu fais un deuil, en fait, de toutes ces premières fois donc je pense qu'il y avait déjà besoin de survivre à cette première année. On était aussi, nous, dans l'attente, en fait, des résultats Mmh. génétiques, même si on savait de quoi elle était décédée, mais il fallait avoir, en fait, les papiers, on va dire, purement administratifs. Et puis, du coup, moi, ce que je m'étais dit à ce moment-là, enfin, quand on s'est vu, justement, c'était en rentrée 2020, j'avais commencé à prendre des informations pour savoir, si on retentait l'aventure, de quelle manière on allait la retenter aussi. Parce que moi, en tout cas, d'un point de vue, j'avais pas de problème de fertilité, mais retenter l'aventure d'un point de vue, purement naturel et laisser en fait, voilà, les choses se faire, j'avais trop peur. J'avais Mmh. trop peur en fait que de nouveau, voilà, le sort s'acharne et donc du coup, j'ai, mis à profit ce temps-là pour voir, quelles étaient mes autres possibilités, nos autres possibilités et justement un parcours PMA. Donc on Mmh. va dire qu'avant les 1 an, je me suis renseignée, j'ai pris toutes les informations par rapport à ça, savoir où est-ce que ça pouvait se faire en France, à l'étranger, de quelle manière, le temps et du coup pour, vraiment en janvier, 2021, on a décidé voilà de se lancer dans ce parcours-là en sachant et les gens le savent quand on passe par un parcours PMA, que ça peut être voilà extrêmement long Mmh. aussi. Qu'est-ce qui, diffère d'une conception dans ton cadre, hein, d'une conception dite naturelle, en tout cas physiologique, à une conception médicalement assistée? Alors moi, c'est vrai que dans mon cas de figure, j'avais eu mes 2 filles de manière, naturelle. J'étais pas confrontée à des problèmes de fertilité et très loin, en fait, de cet univers, PMA, que j'ai découvert par la suite, hein, et bah, ce qui diffère, c'est finalement, toute la charge mentale supplémentaire, qui pèse sur les femmes, sur le couple en Mmh. général. Et ça enlève il y a une part de magie quand même qui est enlevée, Mmh. quoi. Tu vois? Ouais. C'est vraiment de se dire: «Bah, oui, on va faire un enfant, bah, alors attends, alors faut, aller à la clinique, faut, subir, voilà, Mmh. des traitements qui sont quand même, assez forts. Il y a tout un parcours médical, où il faut tout le temps aller, voilà, dans des cabinets, dans des laboratoires, envoyer les résultats. Enfin, il y a tout ça, voilà, qui joue en plus, qui enlève un petit peu, on va dire, de cette magie, enfin, en tout cas, moi, je dirais de cette insouciance qui est de se dire: «Bah, tiens, on va faire un enfant, bah, OK, Mmh. quoi, on y va», tu Mmh. vois? Là, tout est programmé, Mmh. planifié. Mais enfin, j'imagine que de toute façon, même si vous aviez pris le chemin, de la conception naturelle, l'insouciance, elle aurait pas été là non plus. Non, pas du tout, ça, c'est sûr. Et vous avez choisi du coup la PMA pour quelle raison? Pour qu'il n'y ait pas ces risques-là de retransmission de la maladie qu'Alice avait? Ah oui, principalement pour ça, parce que vraiment on était, nous, enfin voilà, on était dans cette crainte, cette peur que ça puisse se reproduire et du coup, voilà, on voulait vraiment mettre de côté, en fait, cette maladie parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, enfin, comme il y a eu, comment dire? Un diagnostic qui a été posé, c'est une maladie, moi étant enceinte d'elle, c'est indétectable pendant la D'accord. grossesse si tu ne sais pas, en fait, qu'il y a cette maladie. Une fois que tu sais que tu es porteur sain, en fait, de cette maladie, il y a possibilité de pouvoir le détecter assez tôt dans la grossesse. Mais quand je dis assez tôt, le temps de passer la myosynthèse et cetera, on arrive aux 4 mois. Donc Mmh. on arrive Ça veut quand même quasiment. dire un deuil Ah périnatal bah dans tous les oui, cas. c'est un accouchement voix Mmh. basse, c'est la moitié de ta grossesse et clairement quand moi tu vois, je me projetais, je me disais: «Mais je peux pas, si jamais, ça arrive, bah, en fait, on sait qu'à la fin, le bébé va décéder, en fait. Mmh. Il y a pas d'espoir de survie. Donc clairement, que les options qui s'offrent à nous, c'est voilà, c'est une interruption médicale de grossesse et on voulait vraiment pas en passer par là. Donc c'est Mmh. pour ça aussi qu'on s'est lancé, voilà, dans cette aventure, on va dire, de la PMA. Donc je disais que ça enlève cette part de magie, mais en fait, le plus dur dans la PMA et tous les couples diront, c'est vraiment l'attente. C'est Mmh. l'attente qui est terrible, en fait, parce qu'à partir du moment où tu décides et le moment où vraiment va se passer un truc, nous, pour le coup, il s'est écoulé 1 an Oui. et 1 an, c'est très, très long. Quand tu as ce désir, d'enfant qui prend juste toute la place, faut réussir, voilà,
à continuer ta vie, à avoir des projets à côté parce que sinon, vraiment tu deviens dingue. Et cette année, voilà, on a essayé de faire des projets, on a essayé de voyager, on a essayé de penser à nous aussi, pour pouvoir, voilà, tenir. Mais, c'est vrai que ça a été difficile. Mais après, une fois finalement que tu rentres dans l'aventure, que tu commences les traitements et cetera, finalement, on a retrouvé aussi cette magie. Enfin, c'est une nouvelle manière, en fait, de le vivre, tu vois, à 2. On a tout fait à 2, les piqûres, les tout ça. Enfin, voilà, mon mari a été beaucoup présent aussi à ce moment-là et ça a vraiment aidé, en fait, Mmh. aussi à se dire: «On est acteur, de ça, on va être effectivement aidé médicalement». Mais voilà, il y a eu cette part de magie, jusqu'à après, l'implantation, Mmh. ouais, on l'a gardé quand même parce que c'était, je veux dire, magique finalement de savoir aussi quand tu y vas, quand est-ce que potentiellement tu es enceinte, quoi. Parce Ouais, que nous, on le sait pas, quand tu fais de manière il naturelle, y a mais rien de plus précis. voilà. Mais là, tu le vois, Ouais. en fait et c'est vraiment ça a été une émotion, très, très particulière aussi à vivre. Ouais. Alors généralement, la plupart du temps en tout cas, les couples entrent en PMA parce qu'il y a une infertilité, expliquée, inexpliquée. En tout cas, là, je parle des cadres de couples hétérosexuels qui pourraient procréer de manière naturelle. Vous n'aviez pas d'infertilité. Est-ce qu'il y a des critères pour entrer, dans des parcours de PMA ou est-ce que tout le monde pourrait finalement décider? Alors, il y a quand même des critères, parce que nous, tu vois, pourquoi on y a été, c'est parce que notre maladie, la maladie d'Alice est une maladie mortelle. Hein. Mmh. Donc forcément, ça nous donne accès à ce qu'on appelle une FIV DPI avec diagnostic pré-implantatoire. Tous les couples ne peuvent pas forcément prétendre en fait avec, cette FIV DPI, ça dépend vraiment des maladies. Lorsqu'on a vraiment des maladies où finalement il y a aucune chance de survie ou alors des, comment dire? Des handicaps vraiment très lourds, là ça passe devant une commission. Enfin voilà, c'est pas, comme ça. Il y a une commission qui est faite et qui du coup va te donner l'autorisation de pouvoir, poursuivre ce parcours-là Mmh. et bien évidemment, il y a des rendez-vous qui sont prévus avec des généticiens et cetera, pour voilà, mesurer, les choses. Donc Ouais. ça se fait pas, voilà, comme ça. Et ce parcours-là, il est possible en France? Il est possible en France, ça n'a pas été notre choix Mmh. parce que donc nous, quand on s'est vus, c'était en octobre 2020, on était, bah, pendant toute la période de covid. Ouais. On s'était vus pendant la petite brèche Voilà, là. c'est ça et cette période de covid, elle a été terrible d'un point de vue attente. En fait, Mmh. déjà l'attente, elle est énorme, hein, mais ça n'a fait que rallonger l'attente des couples et à l'époque, si on voulait rentrer en PMA en France, sachant qu'il y a 5 centres qui pratiquent la FIV des OK. pays en France, il fallait attendre 2 ans juste pour qu'ils ouvrent ton dossier, même pas pour commencer. Ah oui. Donc pendant 2 ans, il se passait rien. Et là, bah, clairement, nous, c'était pas envisageable du tout. Mmh. Enfin, vraiment, on s'est dit 2 ans, puis, bah, mine de rien, j'avance aussi en âge, hein. Mmh. Donc on s'est dit: «Non, mais là, 2 ans à attendre», et de pas savoir finalement si ça va fonctionner ou pas. Parce qu'après, il y a les 2 ans, il y a le traitement s'il fonctionne ou pas. Enfin voilà, donc on Mmh. n'envisageait pas de ça du tout. Donc on s'est, voilà, renseigné, on a décidé, voilà, de partir à l'étranger, en Belgique, où les délais finalement étaient beaucoup plus, réduits. Même si ça a pris, voilà, 1 an, parce qu'en fait, tu y vas, après il faut analyser la maladie, il faut être en mesure de pouvoir, en fait, l'isoler pour, dans les futurs embryons, en fait, pouvoir la détecter avec très peu de cellules finalement. Mmh. Parce que l'ADN d'Alice, c'était un ADN d'un bébé qui a, voilà, qui a existé, qui a vécu. Mais les petites cellules qui se forment, enfin voilà, il faut pas de marge d'erreur du tout, donc ça prend aussi, voilà, du temps. Donc Mmh. finalement, notre choix s'est porté vers l'étranger à cause, voilà, de ce temps qui était, trop long. Et ça a un impact financier aussi qui est C'est un différent? impact financier, sachant qu'il y a quand même une prise en charge qui est faite pour, voilà, une tentative de FIV, voilà, uniquement. Mais bien évidemment, il y a des voilà, il y a des frais qui sont, occasionnés et puis aussi beaucoup de logistique, hein, parce que, la PMA, c'est, on peut te dire, «Bon, bah, voilà, faut que vous soyez là demain». OK, voilà, faut Mmh. préparer, voilà, les choses. Donc ça demande quand même une certaine, souplesse et organisation, qui est pas anodine. Non, carrément. Est-ce que tu connais les lieux, en France en tout cas, des 5 centres de PMA qui pratiquent Alors ça? je connais pas, le seul que je connais, c'est à Paris, c'est à Béclair, D'accord. mais les autres, je saurais pas te dire comme ça, je veux pas dire de Mmh. bêtises. Je crois qu'il y a Nantes et Grenoble, OK. peut-être Montpellier, mais voilà, je veux pas être, dire de bêtises. Ce délai d'attente, il est lié à la technologie, enfin la technologie, à la pratique du dépistage après? Enfin, c'est parce que c'est intense que c'est long? En fait, c'est long parce que, du coup, déjà, il faut à peu près, 4 mois pour qu'ils puissent, en fait, analyser, on va dire, l'ADN, être en Ouais. mesure de pouvoir isoler cette maladie, donc pour être vraiment sûr.
Nous, dans notre cas de figure, pourquoi ça a été aussi long? Parce qu'il y a eu un vrai couac, on va dire, informatique. C'est-à-dire que les résultats devaient être envoyés à un laboratoire. Finalement, ça n'a pas été envoyé. Ça a rajouté, en fait, un Mmh. délai. S'en est suivi après des travaux au niveau de la clinique où on était. Enfin, clairement, on a enchaîné vraiment les galères, qui nous ont rajouté, facile, 4-5 mois, en fait. Mmh. Ça aurait pu être beaucoup plus court et du coup, bon, bah, finalement, ça a rajouté du temps pour arriver en janvier 2022. Voilà, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu vois? Donc janvier 2021, on envoie notre dossier, on est reçu, là-bas au mois d'avril et il a fallu attendre janvier 2022 pour, du coup avoir un rendez-vous. Enfin, en tout cas pour commencer, pardon, Mmh. plutôt, voilà le traitement. OK. Et pendant ce temps, parce qu'il y a Inès aussi qui est Ouais. là, qui a presque 10 ans. Est-ce que vous aviez, parlé de ce parcours-là, de votre projet, avec Inès? Non, très franchement, on n'en a pas parlé. On a voulu la préserver, parce que elle a vécu un énorme deuil aussi. Elle avait 5 ans à l'époque, elle était vraiment en âge de comprendre. Mmh. Elle a vu sa sœur, bah, quelques heures après sa naissance où, entre guillemets, on avait la sensation que tout se passait bien. Donc elle l'a vue sans les fils, sans être dans cette, réanimation et elle l'a vue aussi, bah, la veille de son décès, voilà, dans un contexte de réanimation néonatale qui a été très, voilà, très compliqué et elle avait à son âge, je me rappelle très bien qu'elle avait déjà bien compris que Mmh. sa sœur n'allait pas sortir de l'hôpital. S'en est suivi aussi une période difficile pour elle parce que, bah, cette petite sœur, elle l'attendait plus que tout. Elle voyait aussi des amis autour d'elle avoir des frères et sœurs, dont sa meilleure amie de l'époque, dont la maman était enceinte en même temps que moi, donc elle a accouché 4 mois après et je me rappelle, c'était terrible pour elle, quoi, parce que et en fait, je le vivais en écho moi, parce que c'était déjà terrible pour moi et de le voir elle aussi en souffrance, donc il a fallu vraiment l'accompagner aussi dans ce deuil-là, lui faire bien comprendre qu'elle était devenue grande sœur. Ça, c'est quelque chose qui était important pour nous. Alice a existé, tu restes grande sœur, une grande sœur différente, tu peux pas t'occuper d'elle, mais par contre, ton rôle, c'est de préserver sa mémoire, c'est de préserver son souvenir, de parler d'elle. Et donc, du coup, on a vraiment veillé à ça, de pas faire un tabou, parce qu'il y a un énorme tabou autour de ça. Et cette envie d'avoir un enfant, elle était très présente, mais c'était difficile de le partager avec elle parce que elle était trop en souffrance de ça, en Mmh. fait. Tout le temps, elle nous demandait: «Mais quand est-ce que je vais de nouveau avoir un petit frère ou une petite sœur?» Et pour nous, c'était difficile, en fait, de l'impliquer, là-dedans parce qu'on voyait qu'il y avait une réelle souffrance aussi et comme on ne savait pas quelle issue aussi, parce que finalement, quand tu te lances dans un parcours PMA, tu sais jamais si ça va fonctionner. Et donc nous, on voulait aussi la préserver de ça, de se dire: «Bah, imaginons ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va lui dire, quoi?» Donc on préférait dire, en fait, que finalement et c'est vrai d'un côté, on avait besoin de temps, qu'on espérait parce qu'elle m'avait, sorti une fois, qu'elle espérait que j'étais pas trop vieille pour avoir des enfants. Elle avait la notion. Elle avait annoncé qu'il y avait une date de Ouais. péremption à un moment donné et donc ça, on l'a rassurée en disant: «Écoute, normalement, voilà maman, quand même, je sais que je suis vieille, mais voilà, mais c'est pas cette problématique-là. Voilà, on a besoin de temps, on a besoin de faire exister d'abord ta sœur et on espère qu'un jour, oui, il y aura de nouveau un petit Ouais. frère, une petite La sœur». porte était quand même La ouverte. porte Ouais. était ouverte, on lui a jamais dit que non, Mmh. mais on lui a pas expliqué ce parcours-là. On lui a expliqué après, mais Ouais. sur le moment, non. Est-ce que, vous avez eu un suivi, un accompagnement psy, pour Inès et pour vous pendant toute cette période-là? Oui, très franchement, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je recommande. Enfin, ma psy, j'ai dû la voir, 15 jours, après le décès Mmh. d'Alice. Elle m'a pris, la pauvre, entre midi et 13h parce que, c'était vraiment quand elle a entendu mon histoire, elle s'est dit: «Je peux pas vous laisser». Puis moi, c'était vraiment, juste avant Noël. Je pense que ça l'a beaucoup marquée. Elle s'est dit: «Je vais pas être là pendant 15 jours, il faut absolument que vous voyiez quelqu'un». Donc, j'ai été, oui, effectivement suivie par un psy, pendant plus de 2 ans. J'ai fait un arrêt d'1 an, puis après, j'y suis revenue, j'y suis toujours. Voilà, Mmh. j'adore y aller pour d'autres choses que finalement, quand tu creuses, Oui, bien sûr. il y a toujours d'autres sujets. Puis non, j'ai eu aussi en parallèle de ma psy, tu vois, un an après, j'ai tout le traumatisme qui s'est réveillé aussi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu venir parce que la première année, elle a été, terrible, ça a été une souffrance terrible. Et tu as l'impression, voilà, que tu as vécu le plus dur, on va dire. Et en fait, début d'année 2021, je sentais finalement, tu vois, que je passais, 15 jours bien, 15 jours pas bien dans le mois et ça s'est enchaîné quelques mois comme ça et il y a eu aussi à ce moment-là, franchement, mais je ne sais combien d'annonces de grossesse Ah et de ouais. naissance. Je les ai enchaînées à tel point que je me rappelle, j'avais fait une sorte de graphique parce qu'en fait, je me suis dit: «Est-ce que c'est moi?
ou est-ce que vraiment là, il y a une espèce de baby boom de fou, quoi. Mmh. Et j'avais plus d'une dizaine d'annonces, en fait. Et ce qui était terrible, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte par la suite qu'à chaque fois qu'il y avait une annonce de grossesse ou plutôt de naissance, je revivais mon traumatisme tout le Mmh. temps. En fait, c'était plus l'histoire de la personne, c'était moi, en fait. Je me revoyais à la clinique, je me revoyais sombrer, je revoyais les 15 jours. Et comme ça s'est enchaîné, en fait, c'est un peu comme si ça avait réveillé tout ça. Et je pense qu'aussi mon cerveau a protégé aussi cette partie-là. Ça a été tellement traumatique ce qu'on a vécu que du coup, pour survivre, il a bien fallu qu'à un moment donné, bah, entre guillemets, je sais pas, il se protège, quoi. Mmh. Et c'est comme si un an plus tard, bah, il se disait: «Bon, bah, en fait, là, je crois que tu C'est es le bon prête, moment. c'est le bon moment». Et là, ça a vraiment explosé. Je me suis retrouvée vraiment, j'ai continué à travailler, hein, j'ai continué ma vie sociale, j'ai continué tout ça, mais j'étais vraiment, je me traînais. Et j'avais beau voir ma psy, je sentais que ça c'était pas suffisant, tu vois? Donc à l'époque, j'avais une autre maman endeuillée qui m'avait recommandé, une hypnothérapeute que j'avais, commencé, à voir. Et puis en fait, au bout de 2 séances, elle m'a dit: «Écoutez, par rapport, voilà, je propose pas forcément à tout le monde, mais ça serait bien peut-être qu'on fasse de l'EMDR Mmh. parce que là, vous avez voilà, j'étais dans une sorte de stress post-traumatique à l'époque et en fait, je revivais la scène tout le temps et donc du coup, on a commencé ces séances-là et je me suis rendu compte, oui, que en fait, tu te rends pas compte au quotidien, mais tu vois, moi, par exemple, les sirènes de pompiers, de SMUR et cetera, de SAMU, bah, moi, j'avais été, avec Alice, transférée donc à chaque fois que j'en entendais dans la rue, tu avais quelqu'un qui me parlait à côté. Moi, j'écoutais plus, en fait. Mmh. J'ai été dans le SMUR avec elle. Enfin, tu vois? C'est ça, c'est cette réalité qui te rattrape et j'ai le souvenir aussi d'un collègue qui était venu, la son épouse vient, déjeuner avec lui. Elle emmène sa petite qui devait avoir 3 mois et elle avait une sorte de pansement au pied et moi, en fait, ça m'a fait penser au capteur d'Alice en réa et j'ai juste eu le temps de dire mais je me rappelle: «Félicitations». J'étais avec une collègue, on partait manger et je n'arrivais plus à respirer. En fait, je n'arrivais plus à respirer. On est sortis et je me suis effondrée. Je me suis dit: «Mais je peux pas vivre comme ça tout le temps, c'est pas possible, quoi». Et les séances de MDR m'ont vraiment aidée. Alors moi j'appelle ça la thérapie du mal par le mal Ah parce que mais c'est franchement, dur. c'est une souffrance pure que de revivre en fait ton traumatisme, hein. On a revisité ces 15 jours et c'est un peu comme un oignon finalement, tu as l'impression au fur et à mesure en fait que tu enlèves la peau, tu te rends compte que, bah, véritablement quel est ton véritable traumatisme et cetera. Mais le fait de le revisiter m'a permis moi, de ranger ça dans un coin de mon cerveau et de dire: «C'est plus en train Mmh. d'arriver, c'est arrivé». Ça n'efface pas en fait la douleur, ça n'efface pas les souvenirs, hein, qui restent là, parce que moi c'était ma crainte en fait. Mmh. Je voulais vraiment, garder entre guillemets «tous ces souvenirs», même les plus traumatiques, mais je voulais que ça reste. Mais c'est juste d'expliquer au cerveau que c'est plus en train de se produire là. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas vivre avec ça toute ta vie, c'est pas C'est possible, sûr. quoi. Ouais, Moi, j'aime bien utiliser, tu sais, le dessin animé, Vice Versa, qui ressort là, en c'est plus, en ça. 2e avec les petites boules là, tu vois, de la Ouais, mémoire à long terme qui sont bien rangées au lieu d'être mises, justement en tout le temps. lumière et allumées tout le temps Ouais. et je trouve que c'est hyper bien pour expliquer, à quoi sert le MDR, mais je te rejoins sur la souffrance que c'est au moment où tu le fais. Moi, je l'ai fait aussi pour des raisons, complètement autres, mais j'avais pas anticipé. C'est pour ça que je pense que c'est important de le dire, anticiper à quel point ça aurait un impact ben, sur la vie au quotidien et à quel point ça prenait énormément d'énergie. Ce qui fait que je dis pour les personnes qui souhaiteraient justement, faire un traitement EMDR, c'est, ben, de laisser la place pour ça, en fait. Moi, j'ai fait l'erreur de commencer un traitement EMDR et en étant, complètement absorbée par mon travail et en ayant plusieurs projets, ce qui m'a menée au burn-out Mmh. et en fait, sans le MDR, j'aurais pas fait de burn-out, en fait Mmh. et c'est le MDR, enfin, c'est pas le MDR la cause, mais c'est l'accumulation de tout ça qui m'a menée au burn-out parce que c'est tellement intense, en fait Mmh. et c'est vraiment, revivre ton trauma, mais j'ai envie de te dire, revivre émotionnellement ton trauma une dernière fois pour pouvoir le mettre de côté. Donc elle Ouais. est nécessaire. Cette dernière fois, elle est douloureuse, mais au moins après, elle l'est beaucoup moins. Comment toi tu as ressenti cette différence, toi, après le En traitement? fait, vraiment très vite, quoi, parce que j'ai dû faire, 6 séances. Donc tu vois, ça a pas Mmh. été, si long, mais 6 séances, vraiment suivies parce que, bah, comme voilà, tu viens de le rappeler, moi, j'étais vraiment en mode survie et en Mmh. fait, je m'en rendais pas compte parce que finalement, tu apprivoises ça au quotidien. C'est un peu comme si c'était une seconde peau et ça te prend une énergie de dingue, quoi. Moi, je me rappelle, la pauvre, je ne faisais mais que pleurer. Enfin, je pleurais, je pleurais. C'était vraiment une souffrance quand je sortais de là. Mais en fait, quand je sortais de la séance,
à la fois, j'avais beaucoup souffert en séance et quand je sortais, j'avais l'impression que j'avais ce point, en moins et puis après, bien évidemment, ça retravaille encore, hein, pendant quelques jours, ça travaille et cetera. Il y a des choses qui remontent à la surface, mais en fait, très vite, j'ai été libérée d'un poids et en fait, ce qui m'a soulagée, c'était vraiment le côté de me dire: «Mais je peux penser à ça sans être dans une, souffrance abyssale». Parce que moi, j'étais à chaque fois dans une souffrance abyssale. J'avais la sensation que j'allais pas y arriver. Enfin voilà, c'était vraiment des pensées un peu obsessionnelles tout le temps. Et là, du coup, quand tu sors de ça, juste tu as l'impression de reprendre ton souffle, Mmh. en fait, vraiment et d'être en mesure de parler de ton histoire, d'évoquer ces souvenirs, mais sans être dans cette souffrance, mais pure, tu souffres, bien évidemment, mais c'est je sais pas comment expliquer, c'est un autre type de souffrance, c'est pas là dans le réel, quoi, Mmh. tu vois? Et c'est intéressant que tu aies, entamé ce processus finalement au même moment de cette PMA. Tu as une espèce de transition comme un passage de flambeau, entre les 2 mondes, qui est assez intéressant. Tu penses que ce timing-là était bon aussi pour votre parcours? Oui, maintenant avec le recul. Sur le moment, très franchement, quand tu veux avoir un enfant et que tu enchaînes comme ça, des années et des années, enfin, tu as l'impression que l'année, elle passe, OK, la première année, la deuxième. C'est sans fin, en fait. Tu te dis: «Mais est-ce qu'un jour, vraiment, j'aurai de nouveau un autre enfant?» Donc il y a cette souffrance de l'attente, elle est terrible. Mais bien évidemment, avec le recul, je me dis que ça aurait été très difficile aussi d'accueillir un enfant dans, cette période-là de ma vie où, finalement, j'allais pas bien. En fait, vraiment, où ce traumatisme était trop présent et tu vois, cette année, finalement, une fois qu'on s'est lancé dans ce parcours-là, cette année m'a vraiment permis, finalement, moi, de me reconstruire, de me laisser aussi une place pour aller mieux. C'est vraiment un truc, en tout cas moi, que j'avais, profondément en moi. Je sais que c'est pas le choix de tous les couples, il y a aucun jugement là-dessus. Mais moi, au fond de moi, je savais qu'il fallait d'abord que je m'occupe de moi, pour être en capacité un jour de pouvoir m'occuper d'un autre enfant. C'est-à-dire d'abord, je me privilégie, voilà, je fais la place à Alice, je fais la place à cette épreuve de vie. Je décide de nouveau aussi de retrouver entre guillemets «de la joie, du bonheur» sans cet autre enfant. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'il va être là. Mmh. Donc il faut déjà que je sois heureuse de nouveau dans ma vie, pour nous, pour notre couple, pour, voilà ma fille avant de pouvoir, voilà, envisager aussi d'avoir un autre enfant parce que je ne voulais pas lui faire porter finalement tout le poids, tu vas de me dire: «Bah, en fait, je ne suis qu'heureuse s'il sera là». Je l'ai été aussi d'une autre manière différente parce que c'est difficile aussi pour un parent endeuillé de dire, «Je suis heureux», alors que tu vis sans un de tes enfants. C'est un autre type de bonheur, c'est apprendre à vivre avec, voilà, tous les jours, avec cette absence et finalement cette présence aussi au quotidien. Ouais. Mais cette année, pour moi, elle a été essentielle pour ma santé mentale, pour justement être en capacité bah, voilà, d'accueillir cet autre enfant, d'envisager une grossesse et de me sentir mieux aussi. Tu parles du couple, on le sait, hein, le couple dans le deuil périnatal, bon, dans la parentalité globalement Tout à fait. prend un coup, mais dans le deuil périnatal, de façon sans doute différente et aléatoire en fonction des couples. Chez vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu être soudés? Est-ce que vous parliez justement de vos différents traumas? Parce qu'ils s'expriment pas forcément de la même façon. Est-ce que vous avez pu, échanger, autour de ça? Et est-ce que vous avez été accompagnés, tous les 2? Oui, on était vraiment accompagnés, chacun en parallèle, voilà, par un psy. Ça a été, voilà, crucial et cette épreuve, on a eu cette chance, c'est qu'elle nous a plus renforcés que se séparer. Déjà, on est 2 bavards à la base, donc on parle, on communique énormément et donc je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est la communication. Enfin, pour moi, il y a la communication et le fait d'accepter aussi que l'autre n'est pas, là où on en est et ne vit pas les choses de la même manière. Et ça, c'est ça aussi l'erreur que parfois on fait, c'est que finalement on a la sensation que l'autre souffre pas ou souffre Mmh. moins ou n'y pense pas ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait on n'a pas du tout la même temporalité et un homme et une femme ne vivent pas du tout les choses aussi de la même manière. Nous, dans notre cas de figure, il y a eu énormément de communication. Moi, je me rappelle vraiment de déjeuners, de petits déjeuners, enfin, où on parlait tout le temps. Enfin, de ce qui nous traversait, sans être dans le jugement aussi. Et parce qu'en fait, finalement, moi, je me rends compte maintenant avec le recul, c'est que j'ai eu beaucoup de place, moi, pour parler Mmh. de mon deuil, l'exprimer, et cetera. Mon mari, on va dire beaucoup moins. Alors, pas parce qu'il n'avait pas la place, mais parce qu'en fait, lui, c'est beaucoup aussi, enfin, il a intériorisé cette douleur. À la fois, il en parlait, il le communiquait, mais à la fois, il fallait aussi qu'il soit un roc dans notre famille parce que, bah, moi, j'étais voilà, j'étais dans un état en plein postpartum, sans bébé, en congé maternité sans bébé, ça n'a aucun sens. Mmh. Vraiment, ça n'a aucun sens. Puis nous, on le vit dans notre chair.
Donc ce manque-là, bien évidemment, lui, il avait le manque de pas avoir sa fille. Moi, j'avais un double manque. J'ai eu la chance de pouvoir la voir, donc c'était plus que concret de la voir vivante et de la voir mourir. Mais j'avais le manque de la sentir en moi, dans mon corps. Et ça, c'est un truc, enfin voilà, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les coups fantômes, enfin le fait de encore sentir en fait son bébé bouger, etc. Des mois après, c'est terrible en fait comme manque. Donc moi, il y avait ça et le pauvre, bah, là, il a essayé vraiment de m'accompagner comme il pouvait et donc il a mis un peu, on va dire, son chagrin de côté pour pouvoir être là pour nous, pour pouvoir gérer la maison, Mmh. gérer un certain nombre de choses que moi, je ne pouvais pas, voilà, gérer. Donc on a eu un peu un deuil, on va dire, en décalé. Lui, bah, ça s'est manifesté 3 ans plus tard, l'année dernière. Il y a eu une autre épreuve de vie qui a fait que bah, en fait, tu as réussi à contenir, mais à un moment donné, bah, c'est plus possible et donc maintenant c'est moi le rock, on va C'est dire. ça. Mais voilà, c'est l'importance de cette communication, elle est cruciale parce que sinon on devient dingue, quoi. Mmh. Moi, il y a vraiment, voilà, le fait de pouvoir être accompagnée, voilà, avoir mon mari, qu'on puisse se communiquer et puis il y a aussi les rencontres que j'ai pu faire, soit par le biais de groupes de parole, Mmh. en fait, de parents endeuillés, où ça m'a fait énormément de bien d'être parmi des personnes qui avaient vécu ça. On avait la sensation de parler la même langue. Et puis aussi mon compte Insta, parce Mmh. que très franchement, quand on s'est vu, je commençais tout juste. Mmh. Je savais pas du tout ce que le compte allait devenir. Et cette communauté, elle a juste été incroyable parce que bah, tu as la sensation de pas être seule. J'ai même réussi à créer des amitiés, Mmh. enfin vraiment avec des personnes qui, pour la plupart, soit j'ai pas rencontré, soit j'ai rencontré par la suite. Enfin voilà, tout ça a fait. Mais c'est vrai que dans le couple, c'est vraiment une épreuve. Et je crois que le chiffre, c'est vraiment que 50% des couples se Mmh. séparent après la perte d'un enfant. Et je peux comprendre finalement pourquoi ça arrive, parce que ça remet tout en Mmh. question. Et puis, tu sais, ce que tu dis là sur le fait que ton mari ait sombré plus tard finalement, ça me rappelle un épisode que j'avais fait l'année dernière, en capsule d'été aussi, avec Frédéric, Vieux Machin Bidule, qui parlait de la compensation de sa femme pendant sa dépression postpartum, qui a finalement résonné quand ils attendaient leur deuxième enfant, mais chez lui. On a l'impression que finalement, pendant que toi, tu étais justement dans le fond du fond, il fallait qu'il soit Mm. là. Enfin, tu peux pas sombrer à 2 en même temps et une fois que toi, tu étais assez remontée, il y a la décompensation en fait C'est qui ça. arrive, de son côté. Parce que vous êtes 2, en plus vous avez, la plus grande, il y a Inès qui est Mm. là, donc il y a toute cette logistique aussi du quotidien. Vous pouvez pas sombrer en même temps, Ouais, en on peut fait. pas Il faut flancher. toujours qu'il y en ait un qui soit là, à la rame du bateau et qui continue justement de faire avancer ce bateau, en attendant que le deuxième capitaine, il Mm. revienne pour pouvoir sombrer, à son tour et ça, c'est, dans tout ce qui est autour des problématiques de santé, que ce soit mentale ou physique. Ça arrive notamment des personnes qui vont accompagner par une personne dans une maladie type cancer, vont décompenser après. C'est hyper courant, en fait, quand on est une paire comme ça, Tout à fait. de personnes, d'avoir cette décompensation-là. Tu parlais de ton compte Instagram. Tu as créé ton compte Instagram pour raconter l'histoire d'Alice. À un moment, il y a une fin. Comment tu avais envisagé ça? Qu'allait devenir ton compte Instagram et tout ce que tu créais autour d'Alice d'abord, avant d'élargir finalement sur le deuil périnatal et de créer du contenu à destination des autres. Tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ce conte, à la base, il était vraiment pour raconter l'histoire d'Alice, pour la faire exister quelque part Tout à fait. et pour qu'on connaisse son prénom et sa vie, même si elle a été courte. Quand tu as fini de raconter cette histoire, comment toi, tu t'es sentie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Déjà, ça a été long de raconter l'histoire. Franchement, je crois que j'ai mis quasiment un an, hein, Mmh. à mettre des mots dessus. Je pensais pas que ça serait aussi long. Et en fait, je ne sais pas expliquer pourquoi aussi, mais finalement, le compte a été de plus en plus suivi, finalement. Et moi, en fait, j'avais les deux. C'est que j'avais d'un côté besoin de raconter son histoire, c'est qu'un jour de vie. C'était vraiment, pour moi, une thérapie aussi, hein, pouvoir mettre en mots sa vie, de pouvoir la partager aux autres pour la faire exister. Ça a été essentiel. Et d'un côté, j'étais aussi traversée par je ne sais combien d'émotions, en fait, à côté. Et du coup, j'avais décidé de mettre ça sur papier. Et puis, finalement, je me suis dit, partager avec les autres peut aussi peut-être aider les autres aussi Mmh. à légitimer un petit peu ce qu'ils vivent, à se sentir moins seuls. Parce que dans le deuil périnatal, vraiment, tu as la sensation d'être seul au monde avec tes émotions, de te dire que tu es bizarre, que tu pas normal, que c'est pas normal de ressentir ça. Ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. Cette envie, finalement, déjà pour moi, de poser quelque part. Et en fait, l'accueil qu'il y a eu aussi de me dire: «Ah bah merci», parce qu'en fait, moi, il y a des fois, il y a des gens, ils me disent: «Mais je vivais ça sans savoir véritablement ce que c'était». Et là, que tu le mettes en mots, bah, moi, ça me permet vraiment de me sentir, voilà, légitime. Et ça a été aussi vraiment pour moi cette
une thérapie vraiment mon compte Instagram, hein. Là, je ressens moins le besoin de partager sur ça, mais il y a un moment donné de ma vie quand j'étais traversée par toutes ces émotions, vraiment j'avais ce besoin de partager et en fait, j'ai toujours eu quelque chose en moi que je continue d'avoir, hein. C'est, vraiment le fait de continuer de tendre la main, en fait, à aux personnes qui vivent ça parce que, j'ai l'impression que ça fera toujours partie de moi. C'est comme ça, je me l'explique pas, mais vraiment de me dire: «Mais, je ne peux pas laisser sur le bord de la route des personnes qui vont vivre, ce deuil-là, tant à faire» et du coup, j'ai envie, bah, si je peux juste à travers un post, un mot, permettre à une personne, bah, entre guillemets, «de se sentir mieux», de se sentir plus légitime, voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussée. On va revenir sur le parcours, PMA, qui a amené Lucie dans votre vie. 1 an après le dépôt là, c'est pas une candidature, mais enfin, Oui, de l'envoi de voilà, notre du dossier. dossier. Vous avez accès justement à tout ce qui va être autour des traitements et du protocole. Combien de temps ça a pris? Est-ce qu'il y a eu des échecs ou est-ce que ça a marché tout de suite? Il y a encore une épreuve malheureusement dans tout ça. Donc, quand je fais, la ponction, j'ai 2 embryons et à l'époque, je le vis quand même assez mal parce que 2 embryons, je me dis: «Mais, en fait, 1 chance sur 4, ça se trouve les 2 sont, porteurs en fait de la Mmh. maladie» et voilà quoi. Et en plus, il faut que tu attendes, 1 mois avant de savoir. Parce qu'en fait, OK. on fait la ponction et du coup, après, il y a une analyse, Mmh. voilà, pour savoir, voilà, si les embryons sont porteurs sains ou porteurs de la maladie. Donc, ce mois-là, il est extrêmement long. J'avais entendu plusieurs coups par rapport à la PMA de dire, voilà, ces attentes-là, il faut faire quelque chose parce qu'en fait, sinon on devient dingue. Et je me rappelle, on était même partis à l'étranger en se disant, bon, bah, peut-être qu'on va louper 1 mois et ça se trouve, il y en aura un qui sera transférable, mais tant pis, on part en vacances pour se changer les idées. Et on m'appelle la veille de notre départ en congé pour me dire que les 2 embryons sont viables, quoi. Donc, il y a possiblement, Mmh. voilà, possibilité de pouvoir les transférer. Donc, on est au mois de février et on se dit: «Bon, au mois de mars, Mmh. voilà, prochain transfert» et je devais commencer le traitement. Je dis bien: «Je devais» parce qu'en fait, j'attrape le covid. J'attrape le covid à ce moment-là. Mon mari l'avait eu. On a tout fait à la maison pour vraiment Mmh. pas que je l'aie et je le chope et c'est horrible parce que j'avais déjà attendu 1 mois, j'avais déjà attendu plus d'1 an et là, c'est juste 1 mois supplémentaire, mais moi, j'ai l'impression que c'est 1 an, quoi. Je me dis: «Mais c'est pas possible, Mmh. quoi. Enfin, la vie, c'est quoi ce truc, quoi?» Donc là, obligée d'attendre le mois suivant, donc on repart en Belgique, je fais le transfert et au mois de mai 2022, bah, je tombe enceinte. En fait, Mmh. je tombe enceinte et clairement, on m'avait tellement dit que c'était 30 de chance en PMA de tomber enceinte que moi, j'y croyais pas trop, en fait. Finalement, j'étais un peu dans un univers parallèle en me disant: «Bon, bah, vraiment, est-ce que je suis enceinte ou pas?» Donc je suis enceinte de ce bébé. J'ai des premières pertes de sang, au mois de juin, donc vraiment un grosse, grosse peur, de le perdre. Finalement, tout se passe bien et puis, bah, le jour de notre départ en vacances, on devait partir pour les vacances, d'été, le gynécologue avait décidé, voilà, de qu'on fasse, en fait, l'échographie du premier trimestre, un petit peu en avance. On avait 3 semaines. Il me dit: «Voilà, c'est bien que vous soyez rassurés, pour partir» et en fait, au moment de cette échographie, il détecte, une malformation grave au niveau du cerveau. Le Ah. truc improbable, le «faut tu pas de chance», on le sait par la suite. Mais moi, à cet instant-là de ma vie, même si j'ai perdu cette insouciance, très franchement, je n'avais pas conscience que, il pouvait arriver quelque chose à cet instant-là. Enfin, on Mmh. allait décoller enfin, vraiment l'après-midi, enfin, on était dans notre truc de vacances, enfin, on y allait, on va dire, assez léger, Ouais et finalement. puis en plus, tu avais fait tout ce processus de Oui, FIV et tout ça pour écarter c'est le ça. maximum de choses. Donc je m'étais dit, voilà, si peut-être que s'il y a quelque chose, ça sera plus tard, mais vraiment à Mmh. cette période-là, je pensais pas du tout. J'étais enceinte de 10 semaines et là, le coup près tombe et je me revois encore, mais je sais plus. J'ai perdu tous mes moyens. Mon mari à côté n'arrivait pas à y croire. Moi, très vite, quand il a parlé de cette malformation, j'ai compris tout de suite la gravité. Enfin, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, on va le perdre, on va devoir interrompre la grossesse». Enfin, vraiment, j'ai tout de suite compris. Mon mari, lui, je pense qu'il était dans une sorte de déni, il a pas tout de suite compris.
Il nous a dit: «Bon, bah, voilà, là, faut annuler les vacances, vous allez être suivis dans un centre de centre diagnostic anténatal, pour, bah, valider, on va dire, ce diagnostic». Sachant que, bah, ce bébé n'avait pas de chance de survie, il avait pas d'espoir Mmh. du tout de vivre, en dehors, voilà, du ventre, hein. On parle d'un handicap vraiment très, très, très lourd et du coup, bah, s'en est suivi, en fait, l'annulation des vacances, le fait de devoir attendre une semaine pour, bah, confirmer ou pas ce diagnostic. Donc c'est une semaine qui est très compliquée aussi à vivre parce que, bah, nous, notre grande n'était pas au courant que j'étais enceinte. On Ah oui, voulait vous la lui avez pas préserver. dit? On ne lui avait pas dit. J'étais encore enceinte de 10 semaines, donc c'était encore un peu tôt. On voulait attendre justement cette échographie pour être, entre guillemets, «rassurés» et là, en fait, on a décidé de vivre notre truc de notre côté. Elle est partie avec mes parents en vacances et nous, ça nous a permis d'avoir du temps s'occuper que de Ouais. nous, en fait, finalement et bah, voilà, il y a eu, d'autres rendez-vous qui ont confirmé cette malformation. Après, il y a, comment dire? Il y a une réunion, pluridisciplinaire, en fait, au niveau de l'hôpital pour, bah, voilà, décider de la suite, hein et là, dans notre cas de figure, c'était une interruption médicale de grossesse et que j'ai, voilà, vécu, j'étais à, ouais, 13 semaines et ça, 11 semaines de grossesse. Ça a été encore une épreuve. Mmh. Vraiment, ça a été là, je me suis dit: «Mais le sort s'acharne». Parce que et en plus, je l'ai, voilà, forcément mal vécu parce que comme tu disais, enfin, on est passé justement par la PMA pour éviter tout ça et là, de nouveau, il y a quelque chose, certes pas en lien avec la maladie d'Alice, mais quelque chose qui est survenu et encore aujourd'hui, en fait, on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est survenu. Donc ça a été terrible, terrible à vivre. De toute façon, avorter, ce n'est jamais un choix facile à Mmh. faire. Vraiment, ça a été très, très compliqué. Bah, s'en est suivi alors moi, entre guillemets, avec l'expérience aussi que j'avais vécue d'Alice, j'ai là, on se retrouve fin juillet, je me dis: «Là, il faut que je m'arrête, en fait. Il faut que je me préserve, je pense à moi». Donc pendant 2 mois, je suis arrêtée, parce que bien évidemment, cette nouvelle épreuve, bah, ravive aussi d'autres blessures. Là, tu finis par te dire: «Mais est-ce que vraiment un jour je vais avoir un autre enfant? Parce que là, c'est pas possible. Est-ce que la vie m'envoie un message qu'il faut pas que je retente?» Enfin, tu deviens dingue un Mmh. petit peu et moi, à ce moment-là aussi, bah, c'est là où je disais que mon mari, voilà, c'est là, à cette période-là où mon mari a tenu pendant un certain temps, mais je le voyais, enfin, il était en mode survie. Puis: «Arrête-toi». «Non, mais non, ça Mmh. va, le boulot, ça me fait du bien». Puis finalement, au moment où j'ai repris, lui, il a arrêté, tu vois? On a joué les choses, comme ça, mais ça a été, voilà, très, très dur. Mais j'avais finalement les clés, je sais pas comment expliquer, pour me dire: «OK, maintenant je sais ce qui me fait du bien. Je sais que d'abord, faut s'arrêter, il faut m'écouter. Je sais ce qui peut me faire du bien, aller marcher, être en pleine nature, faire du sport, écrire». Enfin voilà, tout ça, j'avais en fait cette boîte à outils que je m'étais constituée après Alice et j'ai mis tout ça en œuvre en me disant, «Mais non, il nous en reste un. Peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que ça fonctionnera et là, je vais mettre, toutes les chances de mon côté». Donc en fait, je me suis vraiment priorisée moi d'un point de vue vraiment santé pour, me dire: «Bah, voilà, j'espère que la prochaine fois ça fonctionnera». C'est compliqué parce que, ça reste un deuil périnatal. C'est une fausse couche Mmh. finalement. Enfin, c'est pas une fausse couche, Non, non. ouais, c'est C'est une une IMG, IMG. ouais. C'est une IMG. C'est un deuil aussi Mmh. et on compare pas les deuils. Mais est-ce que tu vis cette perte de la même façon que celle d'Alice? Non, je la vis vraiment de manière différente, sans minimiser Mmh. bien évidemment cette épreuve. Je la vis de manière différente parce que je suis à 11 semaines de Mmh. grossesse et qu'en fait, psychologiquement, j'avais eu du mal, moi, à me projeter dans cette grossesse, aussi beaucoup pour me protéger, hein, Ouais. j'avais pas encore, finalement, ouais, fait de projet sur cette grossesse, en tout cas projeté des choses et donc du coup, je le vis de manière différente parce que, bah, Alice, je l'ai portée pendant 9 Mmh. mois, je l'ai vue pendant 15 jours, je l'ai vue, vivre, décéder. Ça a été une perte, voilà, énorme et que du coup, c'est ça aussi, je pense, qui m'a aidée, moi, à survivre à cette nouvelle épreuve. D'être dans cette comparaison sans être dans cette Mmh. comparaison parce que, bien évidemment, il y a c'est pour ça que je tiens à le préciser, je tiens pas à comparer parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire: «Bah, moi, ça a été pareil» et ça, là-dessus, j'ai vraiment pas de Mmh. jugement à faire. Moi, personnellement, ça n'a pas été pareil. Voilà, cette perte Ouais. n'a pas été pareille parce que voilà, la l'épreuve de vie que j'avais vécue avant avait été tellement intense, en plus avec la réanimation néonatale et cetera, que du coup, c'est un peu enfin, c'est horrible de dire ça, mais comme si je relativisais quelque chose que tu peux pas Mmh. relativiser, voilà. Mais de me dire: «OK, voilà, c'est arrivé, mais j'ai connu tellement pire avant
que du coup, je pense que c'est ça aussi peut-être, hein, qui m'a permis de Mmh. tenir à ce moment-là. Vous en aviez parlé, de votre parcours PMA et de cette grossesse à votre entourage, à d'autres personnes? Oui, ça a jamais été un secret parce que alors il y a des couples qui font, voilà, qui gardent ça pour eux et cetera. Nous, on a eu cette chance en fait aussi et pour ça qu'on l'a partagé, c'est que la perte d'Alice nous a vraiment permis aussi de voir qui était vraiment là pour nous en fait. Il y a des personnes, voilà, qui ont abandonné le navire, hein, qui Mmh. sont même pas montées à bord, hein et en fait, il y en a même, ils ont même pas monté à bord, ils se sont dit: «Ouh là, c'est trop houleux, on va pas monter». Mais ceux qui ont été là, ils ont été là, mais plus que présents et donc du coup, on savait que dans les épreuves qui est aussi, la PEMA, c'est une épreuve aussi à vivre, on allait avoir besoin de leur soutien et c'était voilà, on savait que ça allait être des personnes qui allaient avoir les mots justes aussi. Donc parce que des fois, on le partage pas aussi à cause de ça, parce qu'il y a les maladresses, Mmh. «Bah, c'est pour quand?» et c'est machin et cetera donc voilà. Par contre, ce qu'on on a toujours partagé le fait qu'on faisait, mais je n'ai jamais partagé les dates, voilà, de Ouais. transfert ou quoi que ce soit, pour me préserver aussi et du coup, ce que j'ai vraiment apprécié chez eux, c'est cette intelligence, en fait, dans les questions. Je ne saurais pas te dire, mais Mmh. c'est poser la question sans poser la question et voilà, ils mesuraient, voilà, ils savaient, ils s'adaptaient à notre tempo. Voilà, Mmh. s'ils voyaient qu'on allait sur la thématique de la PMA, ils disaient: «Bon, bah, peut-être qu'ils veulent en parler». S'ils voyaient qu'on n'en parlait pas, du coup, ils restaient assez secrets et ça a été super parce que, du coup, nous, ça nous a permis de partager. Mmh. Puis, ça a été terrible, en fait, aussi quand on a perdu ce deuxième bébé parce qu'en fait, on venait juste de l'annoncer aux amis 4 jours avant, Oui. vraiment. Je m'en rappelle, on avait une amie, en fait, c'était la seule amie qui a connu Alice de son vivant, parce qu'elle vit en Nouvelle-Zélande, Banja, Mmh. si tu passes par là et du coup, en fait, elle devait repartir quand Alice est née, elle devait repartir en Nouvelle-Zélande, je crois le lendemain et on lui a dit: «Mais viens la voir parce qu'en fait, sinon tu la verras jamais». C'est horrible de dire ça aujourd'hui Mmh. et c'est la seule qui l'ait connue, c'est la seule qui l'a portée dans les bras et en fait, à ce moment-là, on l'a annoncé parce qu'elle repartait en Nouvelle-Zélande quelque temps plus tard et on s'est dit qu'on voulait aussi lui faire ce cadeau et donc on l'avait annoncé et en fait, bah, peu de temps après, il a fallu annoncer que de nouveau on perdait. Et je regrette pas avec le recul parce que, bah, voilà, ils ont aussi été présents pour nous, dans cette Ouais. épreuve-là. Est-ce que tu penses que tout le travail de témoignage que tu as pu faire via les réseaux ou même ce podcast a pu aider ton entourage à trouver les bons mots? Oui, il y a eu ça et pour en avoir parlé il y a pas très longtemps aussi par rapport à ça avec, nos amis, ils m'ont dit apparemment, que, j'étais aussi cette personne qui les a beaucoup aidés. De comment m'accompagner. En fait, ils m'ont dit: «Mais en fait, si on t'a bien accompagné, c'est parce qu'en fait, tu nous as dit aussi comment le faire» et que du coup, on a eu un petit peu la marche, en fait, à suivre. C'est vrai que moi, très tôt dans mon parcours et je ne saurais pas l'expliquer pourquoi ça a été comme ça, je suis communicante de base. Donc en fait, vraiment la communication, ça fait partie de moi. Après, quand tu vis un deuil comme ça, tu peux aussi te renfermer, hein, mais j'avais ce besoin en fait, j'ai compris très tôt que si je voulais être aidée, il fallait aussi que «j'aide» entre guillemets aussi les autres après, attention, on n'est pas tous en capacité de Mmh. le faire C'est aussi, ça. mais quand on s'en sent capable, je trouve que c'est génial parce que finalement, moi, des fois, tu vois, c'était juste partager des podcasts, c'était juste partager des fois des bouts de témoignages ou des livres ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas la force pour plus. Enfin, je les ai toujours orientés de dire, je veux pas en faire un tabou, je veux que son prénom soit prononcé, je veux qu'on parle d'elle. Et en fait, bah, c'est toujours resté. Et tu vois, même encore aujourd'hui, enfin, ça va faire bientôt 5 ans et le prénom Alice, il résonne toujours et sans, comment dire? Sans gêne et c'est Mmh. ça que j'apprécie vraiment, c'est pas le côté gêné, c'est naturel, en fait. C'est comme si elle faisait partie, voilà, de la vie de famille, de notre vie aussi avec les amis. Elle est là et je sais aussi qu'elle aura beaucoup apporté, en fait. Parce que, bah, quand tu traverses ça avec, des amis, tu te rends compte de la préciosité aussi de la vie, à quel point ça peut basculer. Ils l'ont vécu avec nous et Alice est toujours un peu ce guide pour eux. Quand à un moment donné, ça ne va pas ou ça va moins bien ou quoi que ce soit, je sais que pour certains, ils me l'ont déjà partagé, ouais. À quel moment vous décidez de vous relancer? Parce qu'il vous reste un embryon, de dire: «Bah, on retente, on y retourne sur la PMA». Alors du coup, moi, je vis, donc mon IMG, fin juillet et en fait, je sais pas comment expliquer, mais moi, tout de suite, en fait, je veux Mmh. retenter. Cette fois-ci, parce que autant avant, j'ai dû attendre plus d'un an et cetera, même 2 ans pour pouvoir me lancer dans l'aventure, PMA. Autant là, en fait, j'ai l'impression que c'est un sentiment d'urgence. Je ne peux pas attendre. Mmh. C'est viscéral. Là, je me dis: «Mais j'ai déjà trop attendu, je ne peux pas» et
Et c'est là où du coup c'est un peu compliqué parce que, moi je prends énormément soin de moi, je m'arrête et donc du coup je fais tout en fait pour que mon corps récupère et je voulais pas faire non plus les choses n'importe comment, hein. D'abord mon corps Mmh. récupère, je vois si je voilà, s'il y a possibilité de pouvoir avoir un transfert. Mais c'est là où mon mari me dit: «Bah moi je suis pas prêt». Ah oui. Parce que, bah, c'est ce que j'expliquais, lui, Mmh. son traumatisme se réveille. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi parce que moi, par contre, je suis vraiment prête. Mmh. Je me sens prête et en fait, j'ai aussi, cette période-là, j'ai envie d'être, autant mon corps, je l'avais beaucoup délaissé avant, autant ce post-IMG, là, je me suis dit: «Mais il faut vraiment que je prenne soin de moi un maximum» et donc du coup, comme je suis dans cette phase-là, bah, moi, j'ai envie de continuer. Donc, on a une discussion, à ce propos et il voit bien, voilà, moi, il me dit: «Bah, écoute, moi, c'est pas mon corps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui vais subir les traitements, et voilà, je serai à tes côtés de toute façon. Si tu décides, voilà, si tu sens que c'est le bon moment pour toi, bah, je serai à tes côtés, voilà, quoi qu'il arrive» et donc c'est plutôt moi qui prends la décision, en fait, d'y retourner. Lui, il est pas trop prêt à ce moment-là à faire, mais il me fait, voilà, il fait confiance et donc du coup, on y retourne en octobre. Donc tu OK. vois, 3 mois plus tard, je laisse passer 3 cycles, je me fais accompagner, en naturopathie, je reprends le sport, je reprends une bonne hygiène de vie, enfin vraiment reprendre un peu le contrôle sur mon corps, en fait. Et au mois d'octobre, ouais, on décide, d'y retourner. Donc là, bah, du coup, transfert et alors, ce qui est difficile aussi, c'est que j'y retourne au mois d'octobre et le transfert est au mois de novembre et c'est le mois d'Alice. Et là, je me dis: «Est-ce que psychologiquement, est-ce que je vais quand même réussir à tenir dans une fin d'année qui est pas facile?» Nous, on arrive vers le mois de novembre-décembre. C'est voilà, il y a plein de souvenirs qui remontent. C'est cette période, voilà, terrible de notre vie. C'est Noël qui n'est plus, on va dire, voilà, Noël. Donc je me dis: «Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir un transfert au mois de novembre, quoi?» Mmh. Mais bon, je fais confiance, je dis: «Écoute, si peut-être que c'est la vie, peut-être que c'est un signe, peut-être que ça doit être, comme ça, voilà, va savoir» et donc voilà, on repart en Belgique, j'ai ce transfert. Après s'ensuit 15 jours d'attente interminable, voilà, pour savoir si je suis enceinte et je suis de nouveau enceinte et de nouveau, je me dis: «Mais, c'est pas possible que ça fonctionne, en fait». J'y crois pas moi-même, en fait, Mmh. alors je sais que j'ai pas de problème de fertilité, mais ah ça enfin voilà, c'est pas garanti en fait que tu puisses tomber Mmh. enceinte. Donc je retombe enceinte. Là, c'est encore différent parce que là, c'est ma grossesse d'après. Donc du coup, je me dis: «Bah, OK, oui, je suis enceinte, mais qui me garantit en fait que je Mmh. vais, aller jusqu'au bout de cette grossesse? Qui me garantit que je vais, avoir de nouveau ce bébé?» Donc je me réjouis finalement sans trop me réjouir et ça, c'est en fait, je me rends compte maintenant que c'est pas forcément que à cause d'Alice. C'est aussi parce que, bah, 3 mois plus tôt, je perds un autre bébé et que pour, une autre raison et là, je me dis: «Mais ça se trouve en plus, ça se trouve, ça peut se reproduire». Ils Mmh. me disent que c'est faux, tu pas de chance, mais ça se trouve, il y a un truc encore, ça peut se reproduire et cetera. Donc je me protège énormément, en fait, à ce moment-là. Je suis enceinte, mais alors, je l'annonce, pas du tout, on garde ça pour nous. En plus, je l'annonce à mes parents, mais alors, bon, bah, voilà, je suis enceinte, quoi. C'est Ouais. c'est vraiment Comme si tu aurais pu dire: «Passe-moi le sel», quoi. ouais, vraiment, Mmh. c'est et même eux sont aussi beaucoup dans la réserve. Mes parents, ma sœur sont beaucoup dans la réserve à ce moment-là parce que, bah, on a peur, quoi, de ce qui peut arriver et il s'avère, en plus, que, tu vois, une semaine plus tard, que je sais que je suis enceinte, c'était le lendemain de ce qui aurait dû être les 3 ans d'Alice. Je perds énormément de sang. Je fais une hémorragie pendant toute la matinée. Donc j'appelle mon mari, je dis: «Bon, bah, viens me chercher, je fais une fausse couche». Enfin, à moi, dans ma tête, c'est évident, j'ai jamais perdu de sang comme ça, je me dis: «C'est évident, je fais une fausse couche». Donc on va à l'hôpital, j'étais déjà dans tous mes états, c'est bon, on l'a perdu et en fait, on fait une échographie et alors c'était encore trop tôt pour qu'il y ait un cœur qui bat, mais tout est là. Mmh. Enfin, les médecins savent même pas expliquer, encore aujourd'hui, pourquoi j'ai perdu cette quantité de sang. Enfin, ce que je sais, c'est que je sors de l'hôpital, je perds plus de sang. S'enchaînent, voilà, les semaines, en plus, moi, j'ai un début de grossesse, terrible, ça a été le pire, quoi, des 4 grossesses. C'est vraiment je n'arrive pas à manger, enfin, c'est horrible, il y a rien qui passe ou alors je suis mono, produit, et je pense qu'en fait, c'est un peu comme si mon corps comme je n'arrivais pas, en fait, à Incarner cette ouais, grossesse, à à incarn l'intégrer? Mmh. voilà, à l'intégrer, à incarner, ah bah, là, mon corps s'en est chargé, tu vois? C'est vraiment même à Noël, j'ai pratiquement rien pu manger et franchement, ça a duré, pendant 3 mois bien intenses et jusqu'au 5e mois, Mmh. date de l'échomorpho, où, en fait, ces symptômes étaient là et en fait, quand ces symptômes étaient là, même si c'était terrible, je me disais: «Bah, en fait, le bébé est là», tu Mmh. vois? Ça me rassurait aussi, d'une certaine Ouais. manière. Là, vous passez ce premier trimestre, puis le 2e et le 3e et puis tous ceux d'après, hein. L'écho se passe bien, la première écho.
Vous le dites quand à Inès? À Inès, on le dit, je pense, avant les 3 mois au final. Ouais. Une fois qu'on a passé, voilà, on a été suivis, plus que Mmh. suivis. On passe cette première écho, on fait quand même une amniosynthèse et cetera. Ah Une oui, vous fois faites quand même les ouais, ouais. on fait quand même, c'était pas obligatoire de le faire, Mmh. mais je me dis: «Je le fais quand même». Et donc du coup, bon, bah, voilà, les voyants sont ouverts. Bon, certes, on l'annonce à Inès. Ouais, elle y croit pas trop au début. Elle a C'est vrai? vraiment ouais, et faut se Vous dire lui quand en avez jamais parlé finalement de la perte de l'IMG qui a précédé? si, on a fini par lui parler. Parce que moi, je n'ai pas de secret pour ma fille. Voilà, enfin, on n'a vraiment pas de secret pour notre fille. Et je me suis sentie obligée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un épisode qui a fait que je me voyais pas ne pas lui dire. En fait, tu vois, je perds ce bébé au mois de juillet. Au mois d'août, on est chez des amis. Je passe la récupérer et en fait, je vois qu'elle est dans tous ses états, parce que voilà, nos amis, ont trois filles, Mmh. dont la deuxième et la troisième ont le même écart d'âge qu'auraient dû avoir, Inès et Alice. Et forcément, je sens que ça la travaille. C'est une enfant hypersensible, donc du coup, elle capte tout. Je sens qu'elle va pas bien et c'est à ce moment-là qu'elle me dit: «Mais maman, mais quand est-ce que» enfin, en plus face à nos amis au moment de Mmh. partir. «Quand est-ce que tu vas avoir de nouveau un bébé? Ça se trouve, tu pourras plus avoir de bébé» et moi, je viens de perdre un bébé il y a un mois. En Mmh. fait, et elle sait pas tout ce qu'on a traversé. Mes amis, moi, enfin, on est dans un état pas possible. J'essaie de me contenir, tu vois? Et je dis: «Si, si, mais» en plus, je dis: «Oui, maman, je peux avoir un bébé». Je le sais puisque je viens de le Mmh. perdre il y a un mois avant. Et donc son ami dit: mais pourquoi tu tombes pas enceinte?» et cetera. Et ce moment-là, il est vraiment, terrible. Je sens énormément de souffrance chez elle. Et donc du coup, quand je rentre, j'en parle à mon mari et en fait, on fait le choix de lui dire. Pourquoi? Pour, je pense, la rassurer sur le fait que je suis encore capable de porter la vie. Et donc on lui explique ce qui s'est passé. Et bien évidemment, hyper triste et cetera. Mais en fait, ça a marqué un tournant aussi chez elle de se dire: «Ah tiens, en fait, il s'est passé ça Mmh. encore, mais peut-être que maman, papa peuvent Ouais. encore avoir un enfant». Et Et c'est donc un projet aussi, enfin, ouais, s'il y a quelque chose qui est mis c'est en ça, place. ouais. Et donc ça l'a quand même, rassurée dans un sens. Et c'est pour ça que quand on lui annonce, bah, voilà, elle nous dit: «Bah, il y a eu Alice, il y a eu ce bébé, est-ce qu'il va pas arriver quelque chose?» Et c'est terrible parce qu'en fait, toi, en tant que parent, tu peux pas lui dire: «Il va rien se passer». On lui dit: «Bah, on espère qu'il va rien se passer, mais on peut pas te promettre qu'il va rien arriver». Mmh. Donc quand vous lui annoncez cette quatrième Grossesse. grossesse, ouais, Ouais. 4e, comment elle réagit? Ah bah, elle est Mmh. hyper contente. Elle nous demande tout de suite si c'est un garçon ou une fille. Bah, on le sait pas encore. Elle veut voir tout de suite mon ventre. Bah, ça se voit pas. Oui, c'est parce que c'est encore trop tôt. Et puis cette question terrible, ouais, voilà, ça me revient: «Est-ce qu'il va vivre?» Ah, ça a été tout de suite. Et je lui dis: «Mais je ne sais pas». Je lui dis: J'espère qu'il va vivre, mais on ne sait pas». Et c'est là aussi qu'on a vu, enfin avec mon mari, même si on en avait conscience, mais bah, tout le poids du traumatisme aussi chez elle. Qu'elle avait conscience que finalement, être enceinte, attendre un bébé, ça ne veut pas forcément dire qu'au bout, il y aura un Ouais. bébé vivant. Et en fait, c'est aussi dur en tant que parent. Tu vois? Elle avait 8 ans. Dur en tant que parent de se dire qu'à 8 ans, elle a déjà une vision de la maternité qui est trop, limite trop Ouais. réaliste Elle déjà. est teintée, Ouais, de noirceur ouais, c'est finalement. ça. Et ça poursuivra sa vie même de femme si un jour elle décide d'avoir des enfants Tout aussi, à hein, fait. enfin Et c'est ça qui est difficile ouais. aussi, quand tu vis un deuil périnatal, et quand tu as déjà des enfants, c'est déjà l'impact que ça a sur toi, sur ta maternité, ta parentalité, mais aussi l'impact que ça va avoir sur tes autres enfants, Mmh. indéniablement. Et oui, et je m'imagine, tu vois? Je me dis: «Si un jour elle veut avoir des enfants», parce qu'elle est pas obligée d'en avoir, de toute façon elle dit qu'elle veut pas en avoir, mais si un jour, imaginons, elle veut en Mmh. avoir, et ben, je sais que ça va être teinté par ça. Mmh. Et je sais qu'elle va avoir cette peur, même si on y travaille, forcément, elle y pensera. Mais bien sûr. Vous avez souhaité, connaître le sexe de ce bébé? Oui, on a souhaité le connaître parce que franchement, on avait, je pense, besoin de se projeter, vraiment. Et puis, ouais, je crois que j'avais vraiment besoin d'imaginer, en fait, ce bébé parce que les premiers mois, je m'en suis beaucoup préservée, hein, finalement, Mmh. hein. J'étais enceinte, ça se voyait, mais en même temps, je voulais pas trop le conscientiser parce que trop peur de le perdre aussi. Donc on a demandé le sexe du bébé et ouais, ça a été encore une épreuve, dans le bon sens, hein, mais de savoir que c'était une fille, ça a été à la fois doux et à la fois dur Mmh. de savoir. Je me rappelle avoir pleuré tout de suite, être sortie, de me dire: «Waouh, une troisième fille». Et puis, en fait, finalement, il m'a fallu, je pense, 2-3 jours pour accuser le coup. Mmh. Parce que et ça, je le partage, peut-être qu'il y aura des jugements, peut-être pas, mais
En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte d'une autre fille, pendant 3 jours, je savais plus de qui j'étais enceinte, en Ah. fait. Parce que je savais plus si j'étais enceinte d'Alice, je savais plus si j'étais enceinte de ce qu'allait devenir, voilà, cet autre enfant. J'étais perdue, en fait, parce que je revivais des sensations que j'avais vécues avec Alice, en fait, tu vois? Je revivais le fait d'être enceinte, de commencer à la sentir bouger et il y a une part de moi qui était là: «Mais tu es enceinte de qui?» Tu vois? Parce Mmh. que Alice, je l'ai connue, ce bébé, bah, comme je m'en protège en plus, voilà. Donc il a fallu vraiment 3 jours, en fait, voilà, pour, entre guillemets «accuser le coup», mais j'aime pas ce mot-là, mais Mmh. vraiment, accepter, voilà, ça, le fait d'avoir une autre fille. Je pense qu'il y avait aussi une peur du transfert, et puis j'ai ressorti, voilà, tous les souvenirs, de ma maternité avec Alice, tous ses souvenirs à elle, de nouveau, voilà, pour m'en imprégner et cetera. Et puis après pour je pense aussi, j'ai eu besoin de ce temps-là pour après accorder du temps, en fait, à ce bébé aussi et ça m'a fait du bien finalement que ces 2 3 jours soient là, pour après me dire: «OK, mais en fait là, c'est une autre grossesse, c'est une autre histoire, ça sera pas la même chose» et donc du coup, pour être dans cette acceptation d'une autre grossesse, tu vois? Ouais. Et puis, enfin, on a l'impression que c'est finalement, enfin, c'est pas parce que tu dis, peut-être qu'on va me juger, mais franchement, enfin, ça s'explique en Mmh. vrai puisque le cerveau parfois confond des choses, fait Mmh. des amalgames un petit peu de: «Attends, est-ce que du coup ce que je pensais qui m'est arrivé, est-ce que ça m'est vraiment Mmh, arrivé? mmh. Est-ce que c'est une occasion de recommencer l'histoire?» et de remettre justement de refaire un point, c'est ça en fait, Mmh. sur, la situation réelle, sur, Alice, son histoire, les souvenirs. Se concentrer sur cette nouvelle histoire, c'est important parce que je pense que si tu l'avais pas fait, tu aurais toujours eu cette, Ouais, ce questionnement entre les 2 c'est finalement ça. et donc ça te permet de te concentrer sans oublier jamais, Ouais. c'est pas ce qu'on dit, hein, du tout, mais te concentrer sur ce nouveau bébé, de lui choisir un prénom, de lui faire une place aussi. Oui, c'est ça. C'est plutôt faire cette place Ouais. parce qu'en fait, Alice, j'ai eu, 3 ans, hein, 3 ans à faire, cette place, indéniable dans notre vie Mmh. de deuxième enfant, et du coup, j'avais besoin, ouais, de ce temps pour faire cette autre place à cet autre bébé, que ce soit pas un bébé de remplacement, ça ne l'a jamais été et puis c'est aussi, comment dire, mon parcours qui fait que elle est née 3 ans et demi après. Donc moi, j'ai eu aussi le temps de travailler sur mon deuil, de cheminer, Mmh. et cetera. Ce qui est pas, comment dire? Ce qui est moins le cas au début quand il y a des parents, en fait, qui ont un enfant tout de suite après. C'est très difficile de vivre, en fait, une grossesse en Mmh. même temps qu'un deuil très récent. Enfin, tu vois? Moi, du coup, j'avais eu, cette chance-là de entre guillemets, même si c'est difficile d'attendre, mais j'ai cheminé pendant Ouais. 3 ans et demi. Donc, j'ai eu le temps de faire cette place, voilà, à Alice pour avoir, voilà, maintenant, pouvoir donner cette place, en fait, à cet autre enfant. Ouais. La grossesse se passe bien jusqu'au bout? La grossesse se passe bien jusqu'au bout. Bien évidemment, toujours, des craintes à chaque fois qu'on allait, faire une échographie, hein. De toute façon, j'étais suivie tous les mois. Donc à chaque échographie, toujours peur. Je me souviens d'une où elle est restée 3 plombes sur le cœur. Je me suis dit voilà, dans ma tête, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, il y a un truc, voilà, c'est fini». Enfin, c'est tout de suite, en fait, c'est même pas Mmh. tu te dis moi, c'est tout de suite, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, elle va nous annoncer un truc» et en fait, pas du tout. Elle avait du mal à avoir un Mmh. truc. Voilà, mais jusqu'au bout, ça a été, il y a eu une crainte après qui a commencé à être levée, je pense, vers le 6e 7e mois, où là, je me suis dit: «Bon, écoute, on a quand même fait pas mal d'échos. Ils te disent quand même que ça se passe bien». Mais pour Alice, Ça se c'était pareil. Moi, c'est ça aussi la problématique, c'est que Mmh. moi, ce n'était pas détectable pendant la grossesse. Donc on avait beau me dire: «Non, mais tout va bien». Bah oui, mais moi, en fait, pour Alice, tout allait Mmh. bien pendant 9 mois. Donc qui me dit qu'il y a pas encore un truc? Tu vois? C'est ça qui est difficile aussi. Mais de me dire à chaque fois: «C'est une histoire différente» et après une fois que cet échomorpho est passé, je pense qu'il y a une part de moi qui a voulu aussi s'autoriser petit à petit, à accueillir, à vivre pleinement cette grossesse, que je voulais pas passer complètement à côté, tu vois? Ouais. Je voulais vraiment, voilà, en profiter aussi, et j'en ai profité, voilà, vraiment, pleinement. J'ai fait les choix, peut-être qu'on en parlera après, qui ont fait que j'ai pu vraiment profiter, pleinement cette grossesse. Il y a eu un moment donné où j'avais besoin davantage de me reconnecter, en fait, aussi avec ce bébé parce que à force, en fait, d'avoir cette peur qui prend toute la place, bah, tu as du mal à faire aussi cette connexion. Donc, je sais que j'ai été suivie aussi par rapport à ça pour pouvoir faire, cette connexion, davantage avec elle et de m'autoriser pleinement parce que tu vois, il y a aussi un truc, c'est que j'ai eu aussi beaucoup de mal à l'annoncer cette grossesse. Mmh. Parce que annoncer veut dire rendre réel.
Et Ouais. donc, du coup, veut dire peut-être annoncer aussi le pire. Enfin, c'est stupide, mais du coup, j'ai vraiment eu du mal à l'annoncer. Voilà, je l'ai fait vraiment de manière progressive. Et même, tu vois, mes voisins, je crois qu'ils ont su que j'étais enceinte. J'avais 6 mois. Ils l'ont appris hier. Ils m'ont vu avec une poussette, ils ont pas compris. Franchement, c'était quasiment ça. Je crois qu'ils l'ont su, c'était au 6e, 7e mois. Parce qu'en fait, à chaque fois que je rentrais dans ma rue, je cachais mon ventre, en fait. Mmh. Alors, pourquoi je le cachais? Parce qu'en fait, pas parce que je voulais dire que j'étais enceinte. J'avais la peur terrible qu'on me dise, «Ah mais c'est votre deuxième enfant?» Et alors ça ou qu'on en oublie Alice, en fait, tu vois? C'était vraiment ça qui a fait que j'ai mis du temps. Parce que j'avais peur que les gens se disent: «Ah bah tiens, elle est enceinte» et donc du coup, hop, toute l'histoire d'avant. C'est bon maintenant, tu C'est vois? bon maintenant, Ouais. voilà, c'est bon maintenant, on n'en parle plus, elle est passée à autre chose et ça, c'est pour ça que j'ai eu du mal à l'annoncer et après il y a eu la fête des voisins et en fait, ils l'ont appris comme ça. Mmh. Donc et en fait, finalement, c'était moi qui m'étais fait des idées parce qu'ils m'en ont parlé, ils m'ont demandé comment je le vivais et cetera et ça aussi, ces annonces ont aidé davantage, voilà, à faire de la place à ce bébé. Ça s'est bien passé jusqu'au bout et donc du coup, par contre, voilà, quelques semaines avant, j'ai dû travailler sur moi parce qu'il y avait toujours un peu la peur de le perdre, mais c'était peur que je meure moi, en fait. Ah oui. Ouais, ouais, qui s'est réveillée. Je saurais pas te dire pourquoi. Mais vraiment, elle est née au mois de juillet et c'était vraiment tout début juillet. Je pense que c'était le fait de me dire: «Mais en fait, là, tout le monde me dit que ça va bien. J'ai la sensation qu'il va bien se ça va bien se passer et imagine maintenant, c'est moi qui meurs». Enfin, je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment, j'ai Mmh. j'ai j'ai vraiment travaillé là-dessus et j'ai travaillé aussi le fait de nouveau me retrouver dans un univers hospitalier parce que, bah, quand tu as connu la réanimation néonatale, moi j'ai connu les bips, les scopes et tout Mmh. ça et à chaque fois que je les entendais, j'avais toujours une partie de moi, alors moins intensément qu'avant, mais qui repartait en fait dans cette chambre de réa et quand on a décidé, voilà, on a décidé de faire un déclenchement pour plusieurs raisons, bah, je savais que j'allais me retrouver dans un univers médicalisé et que les machines, elles allaient être là, les bruits allaient être là et que du coup, moi, je ne voulais pas, en fait, passer à côté de mon accouchement ou de cette rencontre avec ce bébé, parce qu'en fait, mon traumatisme allait prendre toute la place. Donc j'ai travaillé en amont de mon accouchement, le fait de pouvoir accueillir pleinement ce bébé Mmh. sans être dans le traumatisme, voilà, de ces machines. Parce que quand je voyais des reportages, tu vois, sur les déclenchements et cetera, bah, la première fois, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit: «Mais pourquoi?» Et en fait, je me suis dit: «Ah oui, le bruit des machines. Ah, mais je vais me retrouver là-dedans». Enfin, ça paraît, logique, mais en fait, c'est comme si je me disais: «Mince, je vais me retrouver de nouveau Mmh. là-dedans, mais comment je vais le vivre?» Et le fait de l'avoir travaillé en amont m'a énormément Ouais. aidée pour le jour J. Tu as pu en parler justement au personnel qui allait être là, à ce Oui, moment-là? ouais, en fait, j'en ai parlé à ma psy. Elle m'a dit: «Non, mais là, Yolanda, faut absolument que vous en parliez, voilà, au personnel, de l'hôpital» et donc du coup, j'ai contacté, la psychologue qui s'appelait Alice, ça s'invente pas. Et du coup, je lui ai parlé, voilà, de notre histoire. Je lui ai dit, voilà, que pour moi, ça allait être, peut-être, difficile et que aussi j'avais besoin que le personnel soignant soit au courant de mon histoire. Même s'il y avait un projet de naissance et cetera, j'avais besoin qu'ils se disent pas: «Bon, bah, c'est une naissance comme une autre». Non, en fait, là, il y a un Mmh. gros enjeu derrière. Moi, j'ai peur, en fait, que ce bébé meure encore. J'avais besoin d'être accompagnée et peur, en fait, que, voilà, qui mesure pas Ouais, finalement ce qui qui se jouait. minimise un petit peu, Ouais, ouais. Mmh. voilà et donc du coup, j'en ai parlé. Elle a pu présenter en fait notre dossier, au niveau de la commission qui se réunit, je crois, toutes les semaines. Donc quand on est arrivé en fait à l'hôpital, les personnes de l'accueil avaient accès à notre dossier. Je pense qu'il y avait peut-être, quelque chose qui a été mis pour expliquer qu'on avait vécu un deuil périnatal et c'est vrai qu'on a été hyper bien, reçus. Et que, tu vois, j'ai eu deux sages-femmes parce qu'il y a eu un changement entre et même la sage-femme qui, du coup, m'a accouchée après, elle est arrivée, elle dit: «Voilà, j'ai pris connaissance de votre projet de naissance, j'ai pris connaissance de votre Mmh. histoire, et on en a parlé» et ça m'a fait énormément de bien aussi qu'Alice soit présente à ce moment-là et que, du coup, elle sache aussi ce qui se jouait. Tu vois, c'était important pour nous Ouais. que ça se fasse comme ça. Pourquoi vous avez, fait ce choix du déclenchement? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on suspectait vraiment un gros bébé. Ah! Je connais. Un gros bébé, elle est née avec, 3,810 kg Ouh! Ah, en et avance du en coup? avance, tu vois? On est 10 jours avant. Ah oui, belle Donc, perf. elle aurait dépassé les 4 kilos, voilà, Ouais. sûrs et du coup aussi parce que, moi j'ai accouché à l'hôpital Necker et de chez nous, en fait, on en a pour 1 heure de route porte à Mmh. porte, quand Hors tout se bouchon? passe bien, hors bouchon et là, ils m'ont dit: «C'est quand même votre troisième accouchement».
Ça peut arriver plus vite qu'on ne Mmh. le pense. Et imaginons, tu vois, on se retrouve en plein mochon, en plein Mmh été, mh. vacances, et cetera. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu, cette suspicion, voilà, de gros bébé, plus, comment dire? Le fait qu'on soit vraiment loin de la maternité. Quand on me l'a dit, bah, au début, j'ai accusé le coup et j'étais pas forcée de le faire, attention, hein, Mmh. j'étais pas du tout forcée de le faire. J'ai dit: «Voilà, on a dit qu'on allait en réfléchir», ils nous ont donné vraiment un mois pour y réfléchir et du coup, on s'est dit: «Ah bah, peut-être que finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une date». De savoir en fait pour nous aussi nous préparer, voilà, psychologiquement aussi et finalement, on a fini par faire ce choix-là pour se dire: «Voilà, on sait qu'on nous attend, on sait qu'on a une place» Mmh. et du coup, peut-être que pour nous, psychologiquement, ça va aussi nous aider et ce qui a été le cas. Et puis ça permet aussi d'avoir des personnels peut-être plus préparés. Enfin, ils sont pas pris au dépourvu de votre arrivée. Parce qu'en fonction, tu vois, des tours de garde, tout ça, tu peux Ouais. peut-être avoir des gens qui étaient pas justement prévenus ou préparés. Et là, Alors ça n'a pas empêché une déconvenue ah parce oui. que on est arrivé à la base, je devais accoucher le 20 juillet et on est arrivé, ils nous ont dit: «Bon, bah, là, il y a eu trop d'accouchements durant». Il y avait une pleine lune ce jour-là, c'était pas le bon timing. Voilà, il y a eu trop Ouais, de naissances et il faut donc revenir dans quelques jours. Pardon, non mais là, nous, ouais, on parce que s'est toi, tu te prépares à tout ça, enfin, non mais la veille, on s'était préparés, on avait tu été des t'organises fous. pour ta Ah, on fille et s'est tout. organisés pour notre fille et puis nous, mais on avait été dingues, enfin ça reste une anecdote aujourd'hui, mais on avait regardé, le film Sage Homme. Mais pourquoi? Mais on s'est dit: «Mais pourquoi se mettre dans cette ambiance, quoi?» Et en fait, je me rappelle, on s'était vraiment conditionnés et tout, on avait fait le chemin et cetera. Puis là, tu arrives, on te dit: «Bah, revenez». Moi, j'ai cru qu'ils allaient dire: «Revenez le lendemain» et en Mmh. fait, on est revenus 4 jours après, quoi. Elle Dans aurait 3 pu jours, elle 3 aurait jours. pu décider de naître, Voilà, d'elle-même, en plus. carrément. Donc on a accusé le coup, on est sortis de là, on a été se faire un super bon resto pour se remonter le moral. Finalement, tu vois, ces jours-là, ces 3 jours-là, on les a mis vraiment à profit pour être à fond avec Inès. On a fait la Mmh. piscine, on a fait plein de trucs, on a vraiment profité, vraiment un max. On est revenu en se disant: «Mais» Et heu, cette fois, c'est bon? ouais, voilà, il m'appelle quand même à 10 heures. Il me dit: «Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça sera aujourd'hui, mais c'est juste qu'il y a eu trop de monde et on préfère que vous veniez à midi plutôt que venir à 10 heures faire le Mmh. chemin et vous faire attendre sur place». Ah, j'ai eu peur. Quand j'ai vu leur numéro, j'ai dit: «Non, mais ça va être encore». Mais voilà, après c'est Necker, on sait que Ouais. voilà, que c'est un hôpital hyper réputé et on sait que voilà, que je préférais entre guillemets ça plutôt qu'accoucher autre part par une équipe Mmh. que je connaissais pas et cetera. Pourquoi vous aviez choisi Necker? Alors, on a choisi Necker parce que, en fait, les choses, quand on a vécu donc cette IMG, on ne savait pas, voilà, ce qui était arrivé. Donc, quand je suis de nouveau retombée enceinte, il fallait, être suivie, génétiquement. Il fallait faire, voilà, être suivie dans un centre de diagnostic anténatal. Nous, on dépendait d'un centre, par rapport à notre département et moi, en fait, j'avais dans ma tête, ce généticien, ce professeur en génétique qu'on avait en fait rencontré suite à la perte d'Alice, et qui exerce à Necker. Il a été d'une douceur, d'une bienveillance, d'une compréhension, vraiment, Mmh. je j'aurais pas les mots, hein et même au-delà de ça, ça a vraiment été notre parcours PMA. Il nous a demandé vraiment de lui donner des nouvelles et tout et ce qu'on a fait et du coup, quand le gynécologue a dit: «Bah, voilà, il faut être suivi dans un centre», moi, tout de suite, j'ai pensé à lui. J'ai dit: «Mais est-ce qu'on peut être suivi, sur Paris?» Il me dit: «Ah, alors moi, je ne peux pas, en fait, vous recommander puisque je dépends du Mmh. département, mais si vous avez, voilà, un contact» et en fait, je lui ai envoyé un mail en me disant: «Ah non, mais Necker, c'est fichu, hein». Il m'a dit: «Mais oui, venez, je vais contacter telle personne». Et en fait, on a été ça c'est arrivé comme ça, on a fait tous les, comment dire? Les analyses là-bas. Quand je suis sortie, de cette amniosynthèse, moi, je voulais déposer mon dossier, mais clairement, c'est quasiment Mmh. impossible de déposer en fait, tu déposes ton dossier à Necker, quand tu sais que tu es enceinte, hein. Faut pas Mmh. déposer, Oui, c'est ça. 5 Presque mois plus avant, tard. tu sais, genre: Avant, «Alors ouais. dans 3 ans, on a un projet d'enfant. Non, Est-ce qu'on mais peut venir?» c'est vraiment ça Ouais. et donc du coup, C'est moi, je pire me que les suis dit crèches. ouais, c'est pire que les crèches. Vraiment, faut vraiment tout de suite, dès que tu es enceinte, faut déposer ton Mmh. dossier et en fait, j'ai eu la bonne surprise quand je suis sortie de cette amniosynthèse. La dame m'a dit: «Bon, bah, c'est bon, vous êtes admise» et je m'y attendais pas du tout. Mmh. Après, je pense que le parcours qui a été le nôtre et cetera, ils se sont dit: «Bah, voilà, il faut vraiment que ce couple-là Ouais. puisse être suivi, quoi, comme il faut». Est-ce que c'était le même endroit où avait été suivie Alice? Non. Non. Non, mais vraie Non, question, hein. non, non, il y a des couples qui font Ouais. le choix de le faire. Moi, ça alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? D'une, parce que je crois que j'avais besoin de séparer les histoires, voilà et de me préserver de ça. Il y a eu aussi ce transfert de l'hôpital où elle est née à l'hôpital où elle est décédée que j'ai très, très mal vécu Mmh. psychologiquement et en fait,
Alice est née dans une maternité de niveau 2, donc du coup, il y a pas de service de réanimation. Mmh. Et alors, moi, pour cette grossesse, je voulais absolument qu'il y ait un service de Tu voulais réanimation. tout le panel Ouais, possible et ouais. imaginable. Moi, Mmh. je me suis dit: «Imaginons, il arrive la même chose ou quelque chose Ouais, d'autre, je ne revis pas un transfert. Je ouais. ne peux pas, ça a été trop, trop dur psychologiquement». Et donc du coup, c'est pour ça qu'il fallait absolument que j'ai, voilà, une maternité, de niveau 3. Bon, puis finalement, c'était le bonjour, Ah oui, c'était on y arrive. Le déclenchement, ça se passe bien? Enfin, c'est pas le trop long? le déclenchement se passe bien. Non, franchement, c'est pas trop long. J'ai dû être déclenchée en début d'après-midi et j'ai accouché à minuit 2. Ah oui, correct. Voilà, tu vois? Donc Mmh. non, ça a été 2. ouais. C'est-à-dire que sa date de naissance s'est jouée à 2 minutes. C'est incroyable. Elle ne voulait pas en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, on a voulu, tu vois, choisir sa date de naissance qui aurait dû être Mmh. le 23 juillet et puis elle, elle a dit: «Bah Non. non, en fait, moi, c'est le 24 juillet». Voilà, il y a eu cette péridurale, en fait, tout se passait bien jusqu'à la péridurale. La péridurale, en fait, je me suis retrouvée j'ai eu une chute de tension qui a été jusqu'à la fin. Donc moi, j'ai accouché avec 9 de tension. Donc Sympa. je te laisse imaginer, je n'avais pas de jus. Je Mmh. n'avais pas de jus. Ça n'est jamais remonté. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, c'était une péridurale faiblement Mmh. dosée. C'est ce que j'avais demandé, hein. J'ai même pas appuyé sur le truc pour en avoir, pour te dire. Voilà, j'ai Oui, vraiment puis tu été étais pas de en travail tension. depuis très longtemps Non, non plus. ouais. Enfin, Donc les choses sont vraiment faites. J'ai attendu un certain temps avant de demander la péridurale. Ça s'est fait une fois que je l'ai demandé. Voilà, c'est là où ça a été un peu plus compliqué. Et puis vraiment, à la base, l'infirmière m'avait dit: «Bon, bah, c'est bon, il y a le changement de garde à 20h, mais c'est sûr, je vais vous accoucher, quoi». À 18h, elle me mmh. dit ça. Et puis en fait, quand elle arrive à 20h, elle me dit: «Bah, je crois que ça va pas être moi et tout». Donc il y a eu un changement de garde et en fait, bébé, voulait pas sortir, quoi. Non. Vraiment Bah, voulait pas elle aimait sortir. pas le 23. Ah, elle aime pas le Mmh. 23. Après, à l'approche de donc ils sont arrivés vers 22h, ils m'ont auscultée, ils m'ont dit: «Bon, on va quand même laisser le temps», voilà. Après, quand on arrive vers 23h et quelques, le rythme du bébé Mmh. commence, voilà, rythme cardiaque, commence à ralentir. On sent qu'elle commence à être, bah, coincée depuis un certain temps. Donc là, ils se disent: «Bon, bah, on va essayer quand même de pousser» et cetera. Et en fait, bah, elle descend pas, quoi. Mmh. Ça descend pas, et là, moi, je commence à avoir peur parce que je vois, voilà, que son rythme ralentit et du coup, bah, ils appellent la gynécologue et moi, le problème, c'est que dans ma tête, je me dis: gynécologue dit césarienne», quoi. Enfin, tu Tu vois? avais eu des voix basses pour Inès Oui, Alice? Ouais. ouais, ouais, j'avais eu des voix basses à Mmh. chaque fois et j'avais vraiment peur de la césarienne et en fait, moi, je me dis: «Bon, bah, voilà, elle arrive, c'est césarienne, on part, quoi». Non, il y a eu un accouchement voix basse, mais effectivement, elle était coincée parce qu'en fait, elle est née avec, le bras, je sais pas, le bras en l'air. En fait, son bras était Ah sorti, ouais? elle était contorsionnée d'une manière qui était pas possible. Enfin, vraiment, la gynécologue m'a dit: «On n'a jamais vu ça». Enfin, moi, j'ai jamais eu ça. Donc du coup, ouais, le bras à l'air, un peu le bras, tu vois, la Superman, quoi, un peu de victoire et du coup, ce qui fait, bah, que Ouais. ça ne passait pas, quoi. Donc au final, elle est née, je l'ai entendue pousser son premier cri et ça, c'était un truc que j'attendais beaucoup parce que pour Alice, il y en avait pratiquement pas eu, en fait. Mmh. Et le fait de l'entendre, crier et cetera, ouais, pour nous, ça a été, magique. Ouais, je saurais même pas avoir, je pense, les mots pour décrire ce moment-là tellement il est magique, là, tu te dis: «OK, elle est là». Il y a toujours un semblant de peur, mais je me laisse pas gagner par cette peur à ce moment-là. C'est Mmh. pas à ce moment-là que vraiment je profite de l'instant. Elle est là, je sens qu'elle est bien portante, je sens qu'elle crie, elle bouge, je la trouve, toute belle, tout de suite, on pleure, on pleure, on pleure. On pleure et puis on a cette chance, c'est que du coup, tous les examens en fait qu'ils font, tu vois? Le poids et cetera, finalement se font aussi dans la même pièce. Donc Mmh. du coup, je peux suivre. Le papa reste avec elle et en fait, moi, à ce moment-là, par contre, c'est un peu la douche froide pour moi parce que j'ai accouché, mais finalement, il y a des petites complications de mon côté où il y a pas de délivrance du placenta. Il ne sort pas. Il y a pas moyen qu'il sorte. Il a aussi le bras en l'air. Pardon. Voilà, tu vois? Il était Ah, trop content. voilà, il veut Ouais. pas sortir, du coup, on essaie de me le faire sortir et cetera. Impossible, je commence vraiment à avoir très, très mal et puis là, finalement, quand il y a pas de délivrance du placenta, il y a des risques aussi pour la maman Mmh. d'hémorragie, donc ça peut aller très vite, donc ils ont très peu de temps. Donc là, c'est là où tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de ma peur de mourir, elle revient à ce Ouais. moment-là et je me dis: «Heureusement qu'en fait, je l'ai travaillé en amont»
Parce que j'ai cette vision de voir mon mari en peau à peau avec la petite et là, moi, je me dis: «Mais ça se trouve, je vais mourir». Tu J'ai fais pas et partie du tableau. Ouais, je fais pas partie du tableau. Ça s'est réveillé à ce moment-là et pourtant l'équipe, on sentait qu'il y avait quand même ce sentiment d'urgence, qu'il fallait que ça sorte par tous les moyens, mais jamais à un moment donné, voilà, ça Ouais, ça ils ont ça pas bascule paniqué, ils ont quoi. pas paniqué du tout et donc du coup, voilà, il y a eu une révision enfin, j'ai eu tout. J'ai eu tout. De toute façon, j'en ai parlé avec la gynécologue parce qu'elle est passée le lendemain et je lui ai dit: «Bah, j'ai tout eu». Elle me dit: «Non, pas l'épisio». Je dis: «Ah bah, voilà, super». Mais sinon, je pense que j'ai vraiment tout eu Mmh. pour cet accouchement. Bref, heureusement que c'était sur moi et pas Mmh. sur la petite. Voilà, on a été séparés quand même 1 heure, donc ce fameux pot à pot que je voulais faire tout de suite après et cetera, il a pas eu lieu. Bon, il a eu lieu avec mon mari, mais du coup, voilà, après, une fois que c'est passé, qu'il y avait plus de risque d'hémorragie et cetera, on s'est retrouvés enfin, voilà, à 3 et voilà, j'ai enfin pu, souffler un petit peu, quoi. Ouais, carrément. Vous aviez choisi son prénom avant? Oui, ouais. Parce que Lucie, ça veut dire la lumière. En fait, le prénom Lucie, dis-toi, ça remonte, je pense, 1 an après le décès d'Alice. Je ne Mmh. sais pas pourquoi. Un jour, je me revois encore en plein salon et ce prénom, est-ce que c'est la chanson de Pascal Obispo? Je ne Ah! saurais pas dire. Mais en fait, je me dis à ce moment-là que si j'ai une petite fille, elle s'appellera Lucie. Je vois la signification. Lumière, bien évidemment, Bien sûr. ça me parle et donc en fait, très vite, quand on a su que c'était une petite fille, ce prénom-là est arrivé et en fait, ce qui nous a, je pense, enfin, on était déjà décidés, mais il y a eu un événement qui a fait qu'on s'est dit: «Mais c'est pas possible». C'est que là, je suis enceinte de 6 mois. Inès se blesse, rien de grave. Elle se retrouve aux urgences avec son papa. Je ne peux pas, voilà, les accompagner et donc du coup, mon mari m'appelle, il me dit: «Bon, bah, c'est bon, tu peux revenir nous chercher» et en fait, au moment où j'arrive, en fait, pour payer le parking, je n'ai jamais fait attention. En fait, on est oui, pour, resituer, je suis dans l'hôpital où Alice est née. Voilà, D'accord. les urgences sont dans cet Mmh. hôpital-là, donc voilà, je vais les récupérer et cet hôpital-là, c'est hôpital intercommunal de la ville où elle est née, tu vois? Ça a Mmh. toujours été comme ça, j'ai jamais fait attention du nom, en fait, du véritable nom d'hôpital et quand je récupère mon ticket, je vois Lucie et Raymond Aubrac. Le nom de l'hôpital où est née Mmh. Alice s'appelait Lucie Aubrac, quoi. Et là, moi, j'en ai mais des frissons. Mon mari n'avait pas du tout capté, Ouais. aussi. Et là, on s'est dit: «Mais c'est fou, quoi». On a choisi en amont ce prénom-là, Lucie et en fait, on se rend compte que c'est le nom de l'hôpital où est née Alice. Et là, je sais pas comment dire, mais ouais, ça a été vraiment un signe, très, très Mmh. fort et on a trouvé ça très beau aussi par la suite et donc du coup, forcément qu'on allait l'appeler Mmh. Lucie, quoi. Bien sûr. On doutait pas, mais ça n'a fait Ouais. que, voilà, que confirmer le Bah, oui choix. et puis il y a des petits bouts, même dans les sonorités, mais dans les lettres, Ouais, hein, qui dans le les lettres. composent, il y a des bouts d'Alice, en En fait, il y a fait. des bouts il faut savoir que c'est un prénom à 5 lettres qui a 4 lettres, comment dire? En commun avec Mmh. Alice et ça, on l'a vu après. Tu vois? Ouais, Quand on écrivait le prénom, on s'est dit: «Oh, mais il y a 4 lettres en commun» et la Sainte Alice et Sainte Lucie sont ça au a mois de 2 jours d'écart. décembre. Ouais, à 2 jours d'écart. Enfin, il y avait Ouais, trop de je sais pas comment dire, il y avait trop de signes pour ce ouais. prénom qui nous a tant parlé. Les lumières, ouais, la Mmh. lumière vraiment, c'était et c'est une lumière, ça, c'est sûr et Mmh. certain. Inès a rencontré sa petite sœur? Inès a rencontré sa petite sœur, ça a été un moment, c'était incroyable. Je pense que, tu vois, il y avait ce moment, bien évidemment, notre rencontre, mais je pense que la rencontre entre les 2 sœurs, c'est vraiment quelque chose ouais, dont on rêvait, en fait, de pouvoir la voir, de voir aussi son émotion. Ah, ça a été mais un moment, mais hyper fort de notre vie. Comment se sont passés les 15 premiers jours de vie de Lucie? Ah ouais, bah, pour nous, en apnée, je pense. Ouais. Parce que, c'est ouais, je sais pas comment dire. Tu as l'impression, en fait, quand tu vis ça, l'épreuve qu'on a vécue, qu'un bébé peut pas vivre au-delà de 15 jours. Enfin, c'est bête de dire ça, hein, Mmh. mais tu as peur, en fait. Donc en plus, nous, si tu veux, quand elle est née, on est resté 1 semaine à l'hôpital, en fait. OK. Elle fait une jaunisse. Bon, on n'a pas été jusqu'aux UV, mais voilà, l'équipe, on était à 2 doigts d'en faire et puis, en fait, connaissant notre histoire, ils se sont dit: «Mais imaginons elle en ait besoin, qu'elle sorte, c'est-à-dire qu'elle va rentrer sans les parents, c'est pas possible pour eux». Mmh. Donc ils ont aussi voulu nous préserver. Mais nous, pendant cette semaine-là, alors au début, franchement, ça a été une petite capsule de bonheur. On s'est retrouvés tous les 3. Mon mari, est resté avec moi tout le temps. Il faisait des allers-retours aussi pour voir Inès, bon qui était chez papy et mamie, donc très bien. Mmh. Mais du coup, on a vraiment pu vivre tous les 3 ces moments-là, les nuits, les journées, la mise en place de l'allaitement. Enfin bref, on a été vraiment dans notre bulle. Elle est née le dimanche. Jusqu'à jeudi, on va dire qu'on était dans notre bulle. Après, on a commencé quand même à s'inquiéter parce qu'on s'est dit: «Mais
Est-ce que c'est juste la jaunisse? Est-ce qu'il nous cache pas un truc? Enfin, tu vois, tu commences Mmh. vraiment à te faire des films. C'est pas normal qu'on soit pas déjà sorti. Enfin, j'ai eu un accouchement voix basse, j'ai pas eu une césarienne. Et même s'il nous rassurait, et cetera, puis c'est mon mari, lui, était plus en flip, hein. Moi, je commençais à lui dire: «Écoute, ils viennent pas nous voir. Rappelle-toi quand Alice, ça n'allait pas, Mmh. on avait des médecins, mais tous les quarts d'heure dans notre chambre». Et puis elle Puis était en réa depuis un moment voilà, déjà tu là, vois? ouais. Mais même au tout début, Ouais. quand entre guillemets, on pensait que Oui. ça se passait bien, on a vu en fait les médecins venir tous les quarts d'heure. Enfin ça au c'est pour ça qu'après ça a commencé on a Ouais. commencé à se dire que ça bascule. Je lui dis: «Regarde, là, à la limite, ils nous disent: "Bon, bah, on voit que vous vous débrouillez bien, appelez-nous si vous en avez besoin"». Je dis: «Ils feraient pas ça en fait si ça n'allait pas». Et donc on a dû attendre le samedi et encore le samedi dernière minute parce qu'on était convaincus qu'on allait en fait sortir le lundi quoi, Mmh. laisser passer le week-end et cetera. Et en fait, je vois arriver, l'infirmière avec, le carnet de santé. Dans ma tête, il y a comme un bout de moi qui me dit: «Ah, si elle ramène le carnet de santé, ça veut dire qu'on va sortir». Mais il y avait une autre partie de moi qui était dans le déni, en fait, parce que sortir de la maternité avec un bébé quand tu es sortie 2 fois de la maternité sans bébé, bah, moi, j'y croyais entre guillemets plus. Enfin, c'était vraiment le moment où j'attendais et elle me dit: «Bon, bah», en plus, hyper, tu vois, naturellement: «Bah, bon, bah, c'est bon, vous allez sortir». Et moi, mais elles se rendent pas compte de la victoire que ça représentait pour nous, quoi. Je réprime vraiment un sanglot à ce moment-là et elle me dit: «Bah», je lui dis: «Beh, c'est juste qu'on va ramener notre bébé à la maison, quoi». Et elle me dit: «Et vous, comment vous vous sentez?» Bah, je dis: «J'ai envie de pleurer». Elle dit: «Va pleurer». Et du coup, ouais, une fois qu'elle a quitté la chambre, je me suis effondrée. Enfin, moi et mon mari, vraiment, on s'est effondrés, mais à tel point qu'en fait, si tu veux, il me maintenait parce que moi, mes jambes se sont dérobées. Je n'y croyais plus. Au fait, je la regardais et en fait, tout le long, ça a été ça, en fait, c'est préparer les affaires, cette valise pour rentrer à la maison, voir mon mari avec le cosy dans le couloir, cette image que j'ai longtemps rêvée, sortir de l'hôpital, aller dans la voiture et en fait, j'étais derrière avec elle et on a passé, mais tout le chemin retour à pleurer. Mon mari m'a dit: «C'est le plus beau de nos voyages» et ça a Oh. été nos plus beaux voyages de retour à la maison. Je pleurais tout le temps, lui il pleurait, je dis: «Mais tu sûr, tu vois la route?» «Mais oui, je vois». Enfin bref, voilà, on a pleuré tout le temps, on a pleuré quand on est arrivé à la maison, récupérer Inès chez mes parents, on a pleuré quand on l'a amenée à la maison, quand on n'avait même pas réussi à monter son berceau. Enfin, on avait voulu le monter, Inès nous a dit: «Non, je veux pas parce qu'après s'il faut le démonter» et on a respecté sa volonté, donc on a monté le berceau et voilà, quand on l'a vu dedans, qu'on a vu à la maison, enfin, ouais, il y a cette, soupape de je ne sais quoi qui a lâché. On s'est dit: «On a réussi à le faire, on a réussi à ramener un bébé à la maison» et après il y avait encore cette étape de ces 15 premiers jours, mais on voyait qu'elle allait bien. Il y avait cette jaunisse certes, mais elle allait bien, ça se mettait en place et puis vraiment on en a mais profité, mais à 10 000 de tout, du pot à pot. Enfin vraiment Mmh. on a vécu en plus, elle est née en plein été. Tout le monde était en vacances, donc les visites, on n'en a quasiment pas eu. Tout le monde était en vacances. Inès était, en vacances avec nous, donc on a vraiment pu avoir cette bulle à 4 à la maison et vraiment se retrouver pleinement et ça, c'est vraiment un des plus beaux moments de ma vie, quoi. Vraiment ça, Mmh. ouais, c'était ouais, j'ai pas de mots et après les 15 jours, effectivement, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est levé. On s'est dit: «Bah, peut-être qu'elle va vivre, en fait, finalement», et même encore aujourd'hui, tu vois, elle va avoir 11 mois, là, dans 3 jours. C'est encore un miracle, moi, chaque mois. Enfin, je saurais pas l'expliquer, mais chaque mois, je me dis: «Mais c'est un miracle qu'elle soit là, c'est un miracle qu'elle vive, qu'elle fasse tout ça», ouais, je sais pas. C'est comme si Mmh. c'était plus acquis, tu vois? C'est vraiment quelque chose que je vis au mois le mois, encore aujourd'hui. Ouais. Quel est ton rapport avec Alice maintenant? Depuis maintenant qu'il y a Lucie, quel est ton rapport avec Alice? Alors au tout début, ça n'a pas été facile, parce que en fait, bien évidemment, quand la vie rentre de nouveau dans ta vie et puis un bébé, hein, ça prend énormément de place en fait, bah, déjà d'une, il y a toute la logistique à gérer. D'un point de vue émotionnel, il y a énormément aussi de choses qui sont sorties, puis tu profites, aussi pleinement de la vie. En fait, vraiment ce bébé nous a ramenés pleinement à la vie. Tu vois, après Alice, tu as toujours quand même un pied dans la mort. J'en ai toujours un, mais de manière différente. C'est comme si elle était venue panser vraiment une cicatrice, pas la guérir, mais vraiment la panser. Ouais, je sais pas, c'est cet espoir finalement qui est arrivé de nouveau, à réussir de nouveau à se projeter aussi, tu vois? Mais dans les premiers temps, ça a été difficile parce qu'en fait, elle prenait beaucoup de place, limite trop par rapport à Alice
par rapport déjà à Inès dans le quotidien. Bien évidemment, quand tu as un seul enfant à la maison, du coup, il a toute la place avec les Mmh. parents. C'est pas facile aussi, voilà, de trouver la place pour tout le monde. Un bébé, en plus, je l'ai allaité, donc forcément, toujours sur moi, beaucoup en portage parce que c'est un bébé RGO. Donc voilà, il y a Ouais. eu ça déjà par rapport à Inès et puis il y a eu Alice et j'avais la sensation d'avoir moins de temps pour elle, moins de temps d'y penser et même culpabiliser de ne pas y penser comme avant. Et ça a été, dur, hein, pendant un certain temps de trouver la juste mesure, de me dire: «Mais je l'oublie déjà». Mais non, en fait, tu l'oublies pas. C'est juste que, il y a eu ce bébé-là et que, tu y penses différemment. Tu y penses peut-être un peu moins aussi parce que la vie fait que tu reviens aussi pleinement dans la vie, c'est par la force des choses, mais dans mon quotidien, elle reste, voilà, toujours hyper Mmh. présente. Et d'ailleurs, quand on me demande le nombre d'enfants, je dis toujours que j'ai 3 enfants. Ça n'a pas changé parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Puis elle est tellement présente dans ma vie, c'est impossible de ouais, de la passer sous silence, quoi. C'est Mmh. je n'y arrive pas. Et Inès, qui attendait tellement cette petite sœur, vivante, a-t-elle déchanté finalement? Tu vois ce que je veux dire? Et alors, tu vois, moi, pour briser les tabous, ça a pas du tout été comme je l'avais imaginé, Ouais. en fait. Et ça, c'est un truc, c'est important de le dire parce que moi, tu vois, elle a quand même attendu 3 ans et Ouais. demi. Donc, 3 ans et demi à attendre de nouveau un petit frère, une petite sœur. Tu te dis, waouh, quand elle va arriver, ça va être un truc de dingue. Et ça l'a été dans les premiers temps. Après, elle a commencé à déchanter parce que, du coup, en plus, nous, bon, elle avait quasiment 9 ans, beaucoup en âge de comprendre. Bien évidemment, jusqu'à présent, elle avait papa et maman pour elle, même s'il y avait toujours une partie qui était absorbée par Alice, ça, Mmh. elle s'en rendait compte aussi, mais dans le quotidien, papa et maman. Là, on a un bébé qui prend beaucoup de place. Un bébé, en plus, voilà, un bébé RGO, faut s'accrocher parce que, bien évidemment, il faut beaucoup, beaucoup de portage. La position horizontale, elle ne supporte pas. Donc, beaucoup avec maman et papa, etc. Et finalement, il y a eu vraiment dans les premiers mois, les gens disent: «Oh, ça devait être génial, elle doit être super contente». Et non. Pas tant en fait. Non, alors au début, nous, on a mis sur le coup, vraiment de la jalousie. On a Mmh. vraiment essayé de tout faire pour que ça se passe le mieux possible, parler avec elle, passer des moments, en tête, à 3, et cetera. Bien évidemment, c'était jamais assez, par rapport à ce qu'elle connaissait Mmh. d'avant, hein, ça j'en conviens. Mais du coup, vraiment, ça a mis, ouais, du temps, hein, vraiment du temps et du temps et bien, 4 mois. 4 mois Mmh. pour qu'il y ait un nouveau rythme, qu'elle trouve sa place et on a su au bout de 5 mois, voilà, mais elle, c'est la spécialiste de ça, de nous sortir des trucs comme ça quand on s'y attend le moins. On était à table et elle nous a dit, «Bon, maintenant, c'est bon, je peux m'attacher à elle parce que je sais qu'elle va pas mourir». Et en fait, on a compris à ce moment-là que elle, en fait, ça a été son moyen de se protéger. En fait, ça a été un bonheur tellement intense, elle a eu tellement peur de perdre à nouveau une sœur qu'elle a vraiment préféré se protéger, de se dire: Mmh. «Je préfère ne pas trop l'aimer au début», parce qu'imagine, elle meurt elle aussi. Ah et ça nous a fait vraiment un gros choc à son âge, à son incapacité de dire ça. Mmh. Et autre chose aussi qu'on a vu et dont franchement ça on s'attendait pas du tout à ça aussi. Avec le recul maintenant, on se dit que c'est logique, c'est qu'en fait la naissance de Lucie lui a fait comprendre tout ce à côté de quoi elle était passée avec Ah Alice. oui. Oui, parce qu'elle pouvait pas imaginer finalement. Elle se rendait pas compte de ce que c'était la vie avec un bébé. Ouais, elle savait pas ce que c'était. Moi, si tu veux, le fait d'avoir déjà été mère avant, Mmh. quand j'ai perdu Alice, j'ai très vite compris tout ce à côté de quoi j'étais passée, en fait. Il y a des parents, quand c'est leur premier enfant, des parents endeuillés, c'est ça qu'ils vivent avec l'autre enfant. Mmh. Se dire: «Mais j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça». Moi, je l'avais déjà, entre guillemets, j'avais déjà compris, en fait, au moment où j'ai perdu Alice. C'est ce qui a rendu vraiment les choses très, très difficiles. Je l'ai moins vécu avec Lucie, même si des fois, c'était aussi un peu compliqué de me dire: «Tiens, ce moment-là, je ne le vivrai jamais avec, Mmh. avec Alice», mais ça a été différent. Mais elle, en fait, elle comprenait enfin ce à côté de quoi elle était passée et donc du coup, pourquoi ça a été difficile au début? Parce qu'en fait, elle luttait contre ces émotions-là. C'est-à-dire qu'elle était contente d'avoir une sœur, mais en même temps, son autre sœur n'était pas là et en fait, elle arrêtait pas de me dire, il fallait lire entre les lignes: «Mais si Alice, elle était là, on aurait pu jouer. Là, Lucie, elle sert Ah! à rien». Tu vois? C'est horrible Bah d'entendre oui, ça. bah Elle oui. sert à rien, mais elle sait rien faire. Elle me Mmh. disait: «Elle a pas de cerveau». C'est horrible et nous, franchement, on a toujours accepté ce qu'elle Mmh. disait. On l'a jamais jugée par rapport à ça, parce qu'on savait qu'il y avait autre chose Ouais. derrière. On essayait, voilà, de la réconforter en disant: «Elle va grandir, ça va changer, et cetera». Et «Tu l'aimes ta sœur?» «Oui, un peu». Je lui dis: «Ça va venir au fur et à mesure». Mais on savait au fond que c'était pas vrai. Mmh. Mais voilà, il a fallu vraiment ce temps-là
Et après, voilà, quand elle a beaucoup bataillé avec, oui, ce côté de avec Alice, avec Alice, avec Alice. Voilà, ça a été très Mmh. présent pendant très longtemps. Et c'est pour ça que je pense qu'au bout de 5 mois, et ben, elle a dû aussi faire le deuil en fait de ça. Tu vois, j'ai l'impression que son deuil à elle était revenu à ce moment-là pour vraiment réaliser ce à côté de quoi elle était passée. Et elle en souffrait, elle en pleurait. Hein. Mmh. C'était pas un petit chagrin. D'ailleurs, il n'y a pas de petit chagrin chez les enfants. Et ça a été un moment. Et là, on est vraiment dans une autre relation parce que je pense aussi que nous, on n'a pas été dans le jugement, on n'a jamais rien imposé. Donc du Mmh. coup, elle s'est vraiment donné cette liberté finalement de vivre les choses comme elle voulait. Et puis là, ils ont une relation, voilà, qui est Mmh. superbe. Va Puis vraiment, l'interaction est aussi différente, plus le l'interaction temps est passe. différente. Tout Mmh. à fait. Le temps passe, elle fait plus de choses, elle dit plus qu'elle a plus de cerveau, elle comprend que sa sœur sait faire des Mmh. choses, elle l'implique de plus en plus dans des choses. Et puis, il y a cet écart d'âge-là que je ne voulais pas forcément, puisqu'elles ont quasiment 9 ans. Moi, j'ai 10 ans avec ma sœur. Et donc, du coup, moi, Mmh. j'en ai souffert et je ne voulais pas reproduire ça, si tu veux, mais la vie a fait que. Mais finalement, tu vois, je vois aussi que bah, quand elle est réveillée, que Lucie est réveillée, elle va la voir, elle la prend, elle lui raconte des histoires. Ouais, c'est une autre forme de De relation entre sœurs, connexion, voilà, ouais, de bien sûr. connexion, mais qui est aussi très, très belle. On a légèrement, mais tout petit peu évoqué ce sujet, mais il y a pas que la parentalité, il y a pas que la maternité qui a changé chez toi sur ce temps-là, il y a aussi ta vie professionnelle. Ouais, Tu disais, ben, en tout cas, au moment de ton IMG, que tu t'étais arrêtée, tout ça, tu faisais encore, tu exerçais la même profession ouais, qu'au moment, de la naissance d'Alice. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Dis-nous tout. Beaucoup de choses. En Ouais. fait, 2 ans après la perte d'Alice, j'avais dans un coin de ma tête que ma vie professionnelle allait basculer. Je sais pas pourquoi. Voilà, je le sentais et à ce moment-là, j'avais commencé à animer des groupes de parents endeuillés, avec, bah, Sophie de Chivray du Mmh. podcast Au revoir podcast. Et en fait, quand j'animais ces groupes de parole, je me sentais à ma place. Je saurais pas l'expliquer, mais je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait, de pouvoir accompagner des personnes qui ont vécu cette épreuve». C'est pas facile, on n'est pas toujours compris, pas toujours légitimé. Et voilà, c'est resté dans un coin de ma tête en me disant: «Va falloir que je fasse quelque chose finalement, de ma vie en fait, qui soit en adéquation avec ça». Et je m'étais dit: «Bon, d'abord le projet bébé. Une fois que le projet bébé, voilà, est fait, que j'ai ce bébé bien vivant dans mes bras, je verrai pour une formation, pour me former, voilà, dans l'accompagnement et cetera, mais par la suite». Parce que, bah, un parcours PMA, une grossesse, ça prend énormément d'énergie. Donc je me sentais pas de faire les 2. Donc, quand je suis tombée enceinte de ce bébé que j'ai perdu suite à l'IMG, je me suis dit: «Bon, bah, je vais tomber enceinte». Moi, dans ma vie, j'avais tout tracé déjà. Je tombe enceinte, je profite de mon congé maternité pour, du coup, me reconvertir et cetera. Mais j'ai perdu ce bébé et en fait, toutes les projections que j'avais d'un point de vue professionnel, de reconversion, de faire une formation, elles sont parties avec lui. Enfin, en tout cas, j'avais la sensation que, tu vois, je me suis dit: «Mais en fait, tu veux trop mettre les choses dans les cases, d'abord ci, Mmh. après ça». Mais finalement, en fait, la vie, fait que, bah, ça se passe pas du tout comme ça et que si tu vas attendre un jour d'être enceinte pour te lancer, faire quelque chose, bah, ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Ça se trouve, jamais tu Mmh. seras de nouveau enceinte. Donc ce bébé m'a vraiment permis d'être cet électrochoc chez moi, de me dire: «N'attends pas, en fait. Si tu dois faire un truc, fais-le quand tu le sens parce qu'en fait, il y aura jamais de bon moment». Donc je me rappelle, c'était au mois de septembre, j'ai été voir une kinésiologue à la base pour mon IMG et quand elle me dit: «Mais si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, ça sera quoi?» Et j'ai dit: «Bah, le travail». Et en fait, c'est sorti tout seul. C'est comme si j'avais, gardé ça dans un coin et que là, le fait de l'avoir conscientisé, c'est devenu une urgence. Je me rappelle, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari: «Bon, bah, je vais démissionner». Il dit: «What?» Alors pardon? On en parle ou comment ça se passe? Et je lui ai dit: «Ouais», je lui ai dit: «Va falloir que je Ouais. démissionne et tout». Bon, alors attends, OK, reprenons le fil et tout. Et voilà, je lui explique et elle me dit: «Bah ouais, bah si c'est comme ça, c'est que ça doit se faire». Donc quelques jours plus tard, j'entame un bilan de compétences, voilà, je me mets vraiment en mode, mode projet. Je fais beaucoup d'introspection à ce moment-là et cetera. Et puis, bah, en parallèle, moi, j'ai aussi la PMA. Enfin, tu Mmh. vois, c'est que j'entame, ce bilan de compétences. Au même temps, je viens de perdre un autre bébé et puis, j'ai la PMA. Donc je me dis: «Ça fait un Ça peu fait beaucoup beaucoup». d'infos. Beaucoup d'infos, mais voilà, si ça doit se faire comme ça doit se faire comme ça. Et en fait, bah, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Lucie, bah, j'ai démissionné une semaine plus tard, quoi. J'ai demandé ma rupture Ouais. conventionnelle, chose que d'habitude je ne fais jamais en étant enceinte,
parce que tu veux de la Bah, sécurité. c'est ça, on te dit que vraiment, comme tu es protégée juridiquement dans le monde du travail pendant la grossesse, on te dit toujours de faire ça au retour de congé mat, quoi. C'est ça. Mais en fait, moi, à ce moment et pourtant, je tiens juste à préciser que, je travaille dans une association dans laquelle ça se passait hyper Ah bien. oui. J'ai des collègues, enfin, je continue à appeler collègues, même s'ils ne le sont plus, tu vois? Mais que je vois toujours, qui ont été vraiment soutenants quand j'ai perdu Alice. Il n'y a jamais eu de tabou, on en a toujours parlé. Donc j'étais vraiment dans un climat, vraiment propice à cette autre grossesse. Parce que des fois, ça se passe très Ouais, mal bien dans le sûr. milieu d'entreprise et tu te dis: «Bon, bah, voilà, je vais changer» et cetera. Mais en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être au même endroit que pour Alice, que Mmh, j'avais besoin de réécrire une autre histoire à un autre bien endroit. sûr. Et en fait, ça a été comme un sentiment d'urgence à ce moment-là de me dire: «Il faut que tu sois autre part, il faut que tu fasses autre chose» et puis là, tu vois, la vie t'a montré que, si tu as envie, il faut que tu le fasses. Donc du coup, je me retrouve à demander, ma rupture conventionnelle, voilà, à ce moment-là, qui m'est accordée. J'entame une formation, enfin, j'ai entamé pendant la grossesse de Lucie, une reconversion professionnelle, enfin le truc improbable, enfin j'aurais jamais imaginé vivre ça à ce moment-là, mais la vie a fait que. Et en fait, cette reconversion professionnelle à ce moment-là, pour devenir coach de vie, m'a vraiment aidée parce qu'en fait, j'avais mon cerveau aussi qui était concentré sur un autre projet. Donc à la fois, j'avais cette chance de pouvoir vivre ma grossesse sereinement, de pouvoir être à la maison avec mon timing, d'être en formation et cetera, d'avoir du temps aussi pour vivre ça, pas avoir les contraintes, voilà, comme tu peux avoir en entreprise et cetera. Donc j'avais ce temps-là et en même temps, je travaillais sur un autre projet qui est vraiment un projet d'accompagnement de parents endeuillés et donc du coup, j'ai l'impression que, tout faisait sens. Enfin vraiment, cette période-là de grossesse de Lucie, je me disais: «J'ai l'impression que là, les planètes sont alignées». Je saurais pas l'expliquer. C'est pour ça aussi que j'avais bon espoir que ça se passe bien parce que voilà, je veux dire les choses étaient vraiment en train de s'aligner, pour moi. Et donc là, j'espère lancer mon activité, d'ici la fin d'année pour vraiment être OK. dans l'accompagnement parents endeuillés, dans une chose donc je ne suis pas thérapeute, hein, je ne suis pas Mmh psychologue, mh. mais ce que je me suis rendu compte pour avoir vécu un deuil périnatal, c'est qu'il y a ce besoin de reconstruire sa vie. Il y a ce que tu vis en thérapie, le fait, voilà, d'extérioriser ce que tu vis et il y a, ta vie est complètement chamboulée. Parfois, il faut, revivre une grossesse d'après, faut apprivoiser la nouvelle personne aussi qu'on est devenue. On se reconnaît plus. On ne connaît plus en fait quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on a envie, pas envie. On est complètement perdu face à certaines émotions qu'on peut, voilà, ressentir. Et puis parfois aussi, il y a des projets qui émergent et en fait, on n'a juste pas la force. À ce moment-là, on a besoin d'être guidé. Quand ça peut être, par exemple, des projets de reconversion professionnelle, changement d'activité, déménagement, même séparation, quoi que ce soit. Et moi, j'ai envie d'être dans, comment dire, dans l'accompagnement de ces projets-là, auprès de cette cible-là, parce qu'il y a peu de choses qui existent et que souvent, ce qui fait la différence quand tu rencontres quelqu'un pour t'accompagner, c'est quand tu sais que cette personne a vécu Mmh. elle aussi et du coup, tu te sens, entre guillemets, en sécurité. Tu sais, parce que même des fois, hein, des thérapeutes, hein, quand ils sont pas formés au deuil périnatal, vont avoir un mot qu'ils ne devraient pas avoir et qui va te rester. Moi, ça m'est arrivé, pas avec ma thérapeute, heureusement, avec une autre. Mais du coup, de me dire, voilà, il y a aussi il y a ma formation et puis il y a aussi ce que moi j'ai vécu à côté et pouvoir permettre à ces parents de reconstruire leur vie et d'avoir de nouveau certains objectifs qu'ils ne voyaient pas forcément Ouais. avoir jusque-là. C'est un très, très beau projet. Ah ouais. C'est hyper chouette d'avoir, moi, ton histoire enfin, il y a pas de hasard, hein, ce timing avec Lucie qui arrive et ce moment que tu choisis, pour transformer Ouais. finalement. Cette lumière, aussi qui est là pour accompagner cette, transformation et ce chemin, sont pas liés, au hasard. C'est trop cool. J'ai presque pas les mots. Enfin, il y a plein de choses moi que tu dis qui m'émeuvent beaucoup de voir, justement cette avancée et ça donne aussi beaucoup d'espoir, pour les personnes qui traversent peut-être en ce moment même le dur, 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 tu sais, du deuil Ouais. périnatal c'est important parce que tu apportes des nuances quand même, parce que tu dis que on n'est pas dans la vie complètement, on reste toujours un pied finalement dans la mort, quelle que soit, la forme que ça a, je veux dire. Mais il y a quand même de la vie Oui. et ça, c'est important de le rappeler parce que je pense que c'est une des seules choses qui peut te raccrocher finalement. Très franchement, tu vois, quand on s'est vu il y a 4 ans maintenant et c'est ça aussi Mmh. la force de s'être vu il y a 4 ans et de ne pas avoir fait de podcast depuis, c'est que
J'imaginais pas du tout ce parcours-là pour moi et je savais même pas si j'allais survivre en fait à Mmh. ce cataclysme-là parce que vraiment tu es en mode plus survie que vie, hein, à ce moment-là Mmh. quand tu viens de perdre un enfant. Et du coup, bah, j'essayais toujours, moi dans mon parcours, j'ai toujours essayé de me raccrocher à d'autres témoignages, Ouais. d'autres parents qui étaient passés par là et qui me donnaient cette lumière au bout du tunnel parce que très franchement, pendant très longtemps, je n'ai pas vu cette lumière. J'avais juste la chance d'avoir ma fille à mes côtés, Inès, et ça, c'est ce qui a représenté ma lumière et ce qui a représenté un bon nombre de fois mon envie de sortir du lit. Parce Mmh. que plein de fois, et c'est elle qui m'a redonné mes premiers sourires, hein, parce que vraiment, j'avais l'impression que j'avais perdu. On disait de moi que j'étais quelqu'un de solaire et moi, j'avais plus de lumière. J'en avais plus du tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je me voyais. Et là, tu vois, 4 ans plus tard, oui, il y a bien évidemment cette lumière est un peu éclipsée, hein, mais en fait, ce que je veux dire aussi, cet espoir que je veux apporter, c'est que quand je pense à Alice aujourd'hui, il y a pas que le côté sombre, en fait, qui Non. revient. Je sais pas expliquer. C'est Elle donne vraiment encore plus d'intensité à la oui, lumière. tu vois, c'est Mmh. vraiment tout ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle m'apporte encore malgré sa mort. Tous les jours, en fait, c'est mon guide, et c'est cette présence vraiment plus que l'absence dans ma vie. Mmh. Et ça, je le lui dois et vraiment, voilà, j'arrive à un instant de ma vie, où je te disais que Lucie n'a pas ramené de nouveau le bonheur et cetera parce que je ne voulais pas faire peser ça sur elle. J'ai été de nouveau heureuse, même si ça a été teinté avant elle et ça n'a fait qu'amplifier, voilà, ce Mmh. ce ce bonheur et voilà, pour apporter, voilà, cette lumière aujourd'hui qui manque tant, oui, comme tu disais, Mmh. à ses parents, en fait, qui sont vraiment dans le dur où franchement tu vois Non. pas d'issue possible, vraiment. Et on ressent aussi ta connexion avec Alice. Mmh. Elle est toujours là et elle a une forme, tu sais, enfin, c'est comme s'il y avait, une espèce de relation de meilleure amie, de booster, de enfin, il y a un truc, Ah tu mais trop, vois, une relation qu'on sent, dans l'au-delà, enfin, quelles ouais, que soient les croyances, hein, mais dans l'invisible, en tout cas. ouais. Ah mais c'est sûr, c'est ce fil invisible tous les jours, c'est pour moi, c'est ce tu vois, ce trait d'union entre ces 2 sœurs. Quand je les vois toutes les 2, je les vois finalement toujours toutes les 3 en moi et puis moi, c'est vraiment mon guide quoi, dans vraiment même cette reconversion professionnelle, elle est toujours là avec moi Ouais. finalement, tu vois? Parce que bien évidemment quand j'accompagne, bah, ses parents et quand je les accompagnerai prochainement, la place de cet enfant, qui est parti, qui est décédé, il aura toute cette place dans l'accompagnement parce qu'on sait que ça crée cet avant et cet après. Merci Yolanda. Merci Élise. Est-ce que, enfin, ton compte, «Parlez-moi d'elle», ton compte sur Instagram, il y a eu des pauses, hein, pendant un moment, il y avait Yolanda n'était plus visible. Mais est-ce que justement, par rapport à cette activité aussi qui va arriver, est-ce que, ben, ça va reprendre, de plus belle? Oui, ça va. Il va y avoir des petits changements aussi par rapport à ça. Le compte par les modèles va évoluer vers un compte, je pense, qui sera plus de voilà de l'accompagnement, voilà aussi. Donc il va forcément évoluer. Je réfléchis en parallèle, à un autre compte qui Mmh. serait plus un compte de support pour l'entourage des parents endeuillés parce qu'on sait qu'il manque cruellement de voilà de ressources. Julie Anozetal fait un incroyable Mmh. travail, Sophie et tant d'autres. Et j'ai envie aussi moi de contribuer à ça. En tout cas, j'espère pouvoir le mettre en place pour, voilà, continuer à aider ces parents-là, comment dire? En aidant, voilà, leurs Mmh. proches aussi. Mais mon compte, oui, voilà, va évoluer aussi, je ne sais pas vers, quoi, puisque je suis en train d'y travailler, aujourd'hui. Mais de toute façon, oui, pour continuer, voilà, d'accompagner, ces parents. Il y a toujours chez moi un syndrome de l'imposteur qui reste parce que, bah, tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus?» et cetera. J'ai envie de croire à mon bonne étoile, ma petite Mmh. Alice et de me dire que si j'ai fait, voilà, ce choix-là, c'était parce que je devais le faire et j'espère, voilà, très sincèrement que, voilà, ça pourra aider le plus grand nombre. Bah, bien sûr. Et puis tu sais, mais ça je te l'ai déjà dit, hein, moi tous les sujets autour, que ce soit le deuil périnatal ou même la dépression postpartum, tout ce qui est lié, je le fais pour que les personnes qui le vivent aient certes des témoignages, mais ma première intention a été, de donner des informations à l'entourage qui ne pouvait pas entendre, soit parce que les personnes qui le vivent sont pas en capacité de verbaliser, quelle que soit la raison, d'avoir justement les mots de personnes qui vivent les choses et de pouvoir se les approprier pour pouvoir entourer les Mmh. personnes qui le vivent. Et prenons un café et beaucoup ça, je m'en rends compte, Mmh. hein, parce qu'en donnant la parole aux personnes qui vivent les choses, aux personnes concernées, je donne des clés aux personnes qui ne le sont pas. Et ça fait évoluer, le monde en fait, Tout à finalement, fait. puisque ça permet, d'apporter une sorte de compréhension de situations qu'on ne vit pas. Et les épisodes qui sont dédiés à certains sujets sont pas,
à destination uniquement des personnes qui le vivent. Au contraire, l'entourage est tellement clé. On lit tellement de témoignages de personnes qui se sont retrouvées si seules parce que leur entourage n'a pas su ou pu être à la hauteur de Mmh. ce dont ils avaient besoin. C'est trop important, en fait, ça. Ouais, parce que vraiment, l'entourage, c'est ce qui va teinter finalement aussi ton deuil. Il y a Mmh. déjà l'épreuve, mais si finalement ils sont pas là, les maladresses existent. J'avais Mmh. beaucoup de mal à le dire au début parce que franchement, une maladresse peut te clouer au lit pendant une semaine, hein, Mmh. les gens se rendent pas compte de la dureté. Mais voilà, malheureusement, des fois, tu fais des maladresses parce que tu comprends pas trop ce qui se joue et que tu veux aussi comparer les deuils, enfin comparer des choses qui sont pas comparables. Mmh. C'est pas parce qu'une personne a vécu X temps que c'est moins douloureux Ouais. que quelqu'un qui perd un enfant pendant sa grossesse ou très peu de temps après. C'est d'autres types de deuil. C'est un deuil de l'avenir. Ça n'a rien à voir. C'est pas un deuil du passé. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas compris parce que finalement les gens se disent elle l'a pas réellement connu, donc elle en souffre pas. Mais si on l'a connu, on a projeté, il faisait déjà partie intégrante de la famille. Et donc voilà, c'est tout ça qui se joue. Mais c'est hyper important. L'entourage, pour moi, il est clé dans ça. Mmh. Parce que des personnes qui sont soutenantes, qui sont derrière toi, c'est vraiment ce qui va faire que tu vas réussir aussi à te relever de Mmh. cette épreuve à ton rythme. Si je peux juste me permettre, Dis-moi. je voulais vraiment te remercier. J'en profite. Ah non, je vais pleurer. Non, mais voilà, je voulais te remercier parce que tu as vraiment été la première à me contacter à l'époque pour raconter l'histoire d'Alice. Je l'avais perdue il y a à peine, c'était moins d'1 an. Mmh. Je n'ai tout juste, mon compte Instagram avait 3 mois. Et moi, ça a été vraiment, que tu le saches, ouais, un socle en fait aussi de pouvoir raconter, tu vois, en audio et d'avoir un souvenir sonore en fait de cette époque-là. Donc merci, voilà, pour ce cadeau que tu m'as fait et merci aussi pour de continuer à comment dire, libérer la parole sur ce sujet qui est encore trop tabou. Bah, écoute, avec plaisir. Je sais pas quoi répondre à part merci à toi. C'est, l'essence même de Prenons un café, tout ça. C'est de donner la parole et tu vois, même si je me pose souvent la question de est-ce que je continue ou pas? Heu, Syndrome de l'imposteur, toi aussi. je sais pas si c'est ça, mais enfin, bref, il y a plein de raisons qui font. Je sais au fond que je dois pas arrêter pour ça et en ce moment, des messages comme ce que tu viens de m'envoyer, j'en reçois beaucoup parce que je pense qu'il y a pas de hasard Bah oui. et que la réponse, elle est là, en fait. Et c'est un travail de longue haleine, hein, mais c'est comme ton travail à toi, hein. C'est la même chose, Mmh. c'est du temps long. Et oui, enfin, toutes ces histoires, c'est pour ça que j'ai à cœur de faire cette capsule d'été, parce que toutes ces histoires qui ont traversé Prenons un café m'ont traversé moi aussi, ont traversé des milliers d'auditeurs et d'auditrices. Et ça fout le vertige hein, de dire ça, parce que si j'ai devant en face de moi, je pense que je partirai en courant, parce que j'aurais peur. Mais ces histoires-là, enfin toutes ces histoires sont importantes. Et si on peut les mettre quelque part, et d'autant plus pour celle d'Alice, et tu le sais, parce qu'on l'avait abordé la première fois, c'est ce prénom pour moi, forcément, hein, il compte beaucoup, puisque c'est le prénom de ma fille. Et se parler, moi, d'elle, en fait, ce nom a été si fort. Ça met un sens complètement. On me le dit souvent, ouais, Ouais, c'est vrai. de ce cri du cœur, en Ouais, fait. ouais, c'est vraiment et finalement, il y a beaucoup de gens aussi qui se l'ont approprié, hein. Parlez-moi d'elle, parlez-moi de lui, parce Mmh. que quand ils me reparlent, ils me disent: «Mais en fait, c'est tellement ça Mmh. qu'on a besoin, en fait, c'est Ouais. vraiment ça». Et ce silence qui est rajouté ne fait qu'accroître. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ne jamais se dire qu'on va faire souffrir davantage un parent endeuillé en lui parlant de son enfant. Mmh. La souffrance, elle est là tout le temps. Ouais. En fait, ce que vous faites, même s'il va pleurer ou s'effondrer, c'est faire en sorte que son bébé continue à exister. Et ça, il y a Mmh. pas plus beau cadeau. Et donc moi, ce parler moi d'elle m'a donné envie de te donner l'occasion de parler d'elle. Donc la boucle est bouclée. Merci. Voilà, et puis bon, à bientôt À bientôt. pour la suite des aventures, enfin. Qui sait, Ah, qui sait. moi, je suis sûre que oui. Merci Elise. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle dose de Prenons un café frappé, la capsule d'été dans laquelle on prend des nouvelles des invités emblématiques du podcast. Tu veux réagir à cet épisode ? File vite sur Spotify pour répondre au sondage de la semaine. Et si tu as aimé écouter mon invité du jour autant que moi, c'est le moment d'en parler à la terre entière, en partageant l'épisode sur tes réseaux sociaux ou à tes amis dans la vraie vie. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là,
Prends bien soin de toi autour d'un café.